Salut les Wargamers, c'est Amy de French Wave Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lexa et de LOL. pour la lecture et l'analyse du codex fraîchement sorti des Harlequins. LOL, on t'accueille pour la première fois sur French Wave Studio. Est-ce que tu peux te présenter? LOL, joueur 44 depuis quelques années, compétitif mou, membre d'une équipe qui s'appelle la Paris United, qui fait pas mal de choses sur Paris, d'où son nom, aussi bien en restriction, en modélisme, qu'en compétitif, ETC, d'où ma rencontre avec ce charmant jeune homme par là. Voilà. C'était pour notre quota de roue. On se retrouve donc les Wargamers pour la lecture et l'analyse du codex Harlequin. Codex qui fait malheureusement que 80 pages. Maintenant, ça reste quand même un beau bouquin. Pour amener un petit peu le contexte, je suis quand même entouré de Lexa qui est en pleine préparation de l'ETC et de LOL qui n'est pas moins compétitif mais qui est néanmoins un joueur Harlequin et donc qui était bourré d'attentes. Je commence par toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce codex, aussi bien au niveau artistique que règles et jeux? Déjà, il est splendide, c'est un super bouquin. Tous les dessins sont juste magnifiques. Ce qui est pas mal en plus, c'est que l'Arlequin qui pouvait paraître un peu rigolo, comique, il y a une sorte de noirceur qui a apporté dans ce Dex qui le rend vraiment entre l'Eldar et l'Eldar noir. Voilà, moi le visuel est, je trouve splendide. Il peut paraître petit du fait de ses 80 pages, mais il y a peu d'entrées, donc en fait il y a beaucoup de contenu au niveau fluff, au niveau historique. Et donc non, c'est un très bel ouvrage. Complètement, ouais. C'est exactement ce que tu dis. On ressent vraiment l'aspect Machiavel en fait et machiavélique donc qui fait l'ADN de l'Arlequin. Et toi? Moi je pense que comme ton micro le prouve, c'est pas la taille qui compte. Et qu'on va être sur, on va être sur 80 pages de pur plaisir. Et comme tu dis, il est très fidèle à l'historique des personnages, au style. Donc c'est vraiment un codex qu'on va prendre plaisir à avoir en main. Et justement pour rentrer un petit peu dans le dur et illustrer ce à quoi on va s'attendre, je vais lire la petite introduction du bouquin. Les Harlequins forment la plus étrange et énigmatique des factions Aeldari. Ce sont des guerriers acrobates, des artistes du champ de bataille qui ne font pas de distinction entre la guerre et l'art, et dont les prouesses d'agilité et de violence terrifient tous ceux qui leur font face. Grâce au sentier secret de la toile, les masques Harlequins frappent par surprise et tuent sans merci. Nimbés d'illusions fractales appuyées par des motojets à la vitesse ahurissante et des antigraves fragiles mais meurtriers, les Harlequins font feu tout en allant chercher le contact, mais avant que l'ennemi ait le temps de comprendre que la bataille a déjà commencé. Et c'est assez rigolo puisque en effet, il faut mieux pas que l'ennemi ait le tour. Tout est résumé pour le codex Harlequin. Pour rappeler un petit peu le contexte de ce codex Harlequin, il y a aussi un petit peu pour excuser sa taille en termes de pages et le peu d'entrées qu'il a. Je tiens à rappeler que c'est un codex qui existe que depuis la V7, puisqu'à la base les Harlequins c'était une unité de troupes d'élite qui était présente dans le codex Eldar depuis la nuit des temps, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et donc c'est ce qui fait un petit peu son originalité, c'est que c'est un codex nouveau, donc c'est pour ça qu'il va être cool à jouer. En effet, il est assez cool à jouer puisqu'on va le voir, mais il y a énormément de tricks possibles avec ce codex puisque tes figurines peuvent passer à travers d'autres et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est que comme ça, à mon avis, que tu vas pouvoir mettre du fist. Comme pour l'ensemble des lectures et analyses, on va voir les règles qui vont être génériques et les règles qui vont être spécifiques. Au niveau des règles qui vont être génériques, il n'y en a vraiment pas beaucoup puisque ça va être le simple fait de choisir un masque, c'est-à-dire juste pour pouvoir avoir une certaine compatibilité au sein des bulles. On va tout de suite rentrer dans le dur au niveau des règles qui vont être spécifiques avec voyageurs dans le labyrinthe qui ne s'appliqueront uniquement si son armée est réglementaire et qu'on utilise un détachement full Harlequin et même plus précisément full masque. Au niveau de ces règles, on va avoir une petite précision pour les Inari qui est Inari est un mot-clé que certaines unités de ce livre peuvent gagner quand elles sont prises dans le cadre d'une armée d'exhumés. Comme expliqué dans d'autres publications, si un détachement inclut au moins une unité d'Inari, ce n'est plus un détachement Harlequin et il n'y aura donc plus les aptitudes suivantes. Donc le fait de pouvoir charger après un mouvement d'advance va être une règle intégrée directement au datasheet. Donc si jamais on prend le mot-clé Inari avec les Harlequins, on va pouvoir par exemple profiter de Soul Burst, même en ayant effectué le mouvement d'advance et de charge, ce qui est une règle qui est très intéressante. Carrément, ouais. Au niveau donc des aptitudes qui vont être génériques, qui encore une fois s'appliqueront si on est dans un détachement full Harlequin et surtout monomasque, mais ça c'est pour la deuxième partie, on va avoir la règle défenseur de la bibliothèque interdite, c'est ni plus ni moins qu'un objectif sécurisé pour les unités qui ont le rôle tactique troupe. Ensuite, il va avoir les formes du masque. Si votre armée est réglementaire, toutes les unités d'un détachement Harlequin gagnent une forme de masque, et ce, tant que toute unité de ce détachement provient du même masque. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les différentes
forme de masque. C'est ni plus ni moins que l'équivalent des traits de chapitre pour, par exemple, les Space Marines ou des légions pour les Space Marines du chaos. On commence tout de suite avec Chagrin Nocturne, l'arme de la mort. Les unités avec cette forme peuvent se déplacer de D6 supplémentaires lorsqu'ils battent en retraite. De plus, elles peuvent consolider de jusqu'à 6 pouces. On va le voir, mais clairement, c'est pas le masque le plus intéressant. Ça peut faire la blague, puisque comme le disait Lexa, avec le crescendo irrésistible, ils bougent énormément, donc ils pourront sauter par-dessus d'autres unités, consolider de 6 pour aller cliquer, bloquer un char ou un autre perso. Mais quand on va voir les autres masques, celui-là va clairement passer à la trappe, je pense. Voilà. Ouais, carrément, ouais. On y viendrait tout à l'heure, il y a peut-être des petites blagues, encore une fois, comme tu l'as dit, à faire, puisqu'on va passer à travers les unités pour aller sniper un personnage. S'il était dans un rayon de 12, pourquoi pas aussi utiliser un stratagème qui va te permettre de taper 2 fois, tu vois ce que je veux dire? Donc niquer un premier personnage, et alors qu'on n'est pas encore sec, niquer un deuxième personnage. Pour ce qui est justement de la forme de masque Chagrin Nocturne, c'est peut-être celle que je prendrais en ETC, dans le cadre où j'aurais quelques personnages un peu chasseurs d'ennemis qui passeraient à travers les unités ennemies comme du solitaire, dans un détachement de suprême commandement, parce que ça permettrait de cliquer, d'aller encore plus loin avec ces personnages-là. Alors, c'est une question que je me pose, je suis pas sûr, mais je le trouve intéressant dans ce cadre-là, quoi. Tu parles de TC, en tout cas avec un suprême commandeur détachement, pourquoi pas aussi dans un auxiliaire, tout simplement pour mettre, pour un point de commandement, un petit perso dedans, pas un petit solitaire, Voilà, qui va tout à fait. lâcher un gros blitz, faire 10-12 patates et justement pouvoir Ouais. conso pour, tant qu'il n'est pas sec, continuer de rentrer. Ensuite, on passe à chemin volé, tisseur d'énigmes. Au début de chaque phase de combat, lancez 2 dés et défaussez le résultat le plus élevé. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois que votre adversaire cible une unité avec cette forme et obtient un jet de touche qui, avant modificateur, est exactement le résultat du dé, ce jet de touche échoue. Je crois qu'on a tous fait une grimace. Voilà, c'est... Non. Non. D'accord, Non, c'est un non. C'est sympa, c'est rigolo, mais non. Non. Le nom est joli, hein. Oui. Le jour- Tisseur d'énigmes. Voilà. C'est vrai. Le point vraiment dommage, c'est que c'est écrit qu'en plus c'est en phase de corps à corps, et c'est une armée qui va avoir grand besoin d'être protégée en phase de tir. Et du coup, c'est un peu, ça n'a pas grand intérêt dans la dynamique globale de l'armée, quoi. Ouais, carrément, ouais. Oui, d'accord. On va tout de suite rentrer dans ceux qui vont être les plus forts, en tout cas les plus séduisants, aussi bien dans une optique de facilité que dans une optique de trick, puisque on va passer avec Astre Glacé, Fureur Hystérique. Si une unité avec cette forme charge en phase de charge, ajoutez 1 à ses caractéristiques d'attaque jusqu'à la fin de la phase de combat suivante. Là, clairement, on rentre dans les plus intéressants. La plupart des unités Harlequin ont déjà beaucoup d'attaques. Et là, le fait d'en rajouter une, sachant que phase de charge, le mouvement et la dynamique de l'Harlequin fait que ce sera quasiment toujours eux qui vont charger, enfin, sauf si on s'est loupé. Donc le fait de rajouter une attaque, c'est clairement un masque moi qui me plaît sur un petit combo de moto par exemple. C'est l'unité qui a que 3 attaques, donc là on rajoutait une 4e. Genre de choses, ou même sur des troupes où ils passent chacun à 5 attaques, ça peut avoir un bel impact. Moi, c'est un de ceux qui me plaît le plus, c'est mon deuxième préféré, je veux dire. Voilà. Ouais, carrément, tu parlais des motos, hein, elles ont quand même des Vosges qui font moins de l'APA damage 2, donc tout de suite, une attaque par moto, ça peut faire 2 PEV. Ouais, à peu près. Donc, ouais, à peu près, voilà. On passe maintenant au chouchou avec Dépit Culminant, les fils du serpent, les figurines avec cette forme qui peuvent voler ou qui sont embarquées dans un transport qui peut voler, considèrent leurs pistolets comme des armes assaut 1 au cours du tour pendant lequel elles advance ou le transport dans lequel elles sont embarquées advance. De plus, ces figurines ne subissent pas de pénalité pour toucher en tir avec des armes d'assaut lors d'un tour où elles ont avancé. Voilà, tout est dit. Les Harlequins, on les joue dans les transports qui volent et ils ont des pistolets et des pistolets fuseurs. Donc tout est dit, c'est le meilleur masque. Tu te retrouves avec un Star Weaver, donc le transport principal avec 5 ou 6 fuseurs dedans, qui va bouger de 16 plus advance automatique de 6, donc de 22, portée de 6. Donc une létalité de fuseurs, de 5 ou 6 fuseurs à quasiment 32 pas T1. Donc c'est juste top. Et même les motos, toutes les armes des Harlequins sont assaut. Donc les motos qui bougent de 22 et qui n'ont pas de malus pour tirer, que ce soit avec le Haywire anti-véhicule ou avec le canon CHU. Voilà, c'est vraiment, moi c'est mon préféré et je pense que c'est celui qu'on verra le plus clairement. Carrément, ouais. Et toi ?
Bah tout pareil, écoute, hein. On en parlait en préparation de vidéo avec LoL, on se disait que c'est une armée qui manquait un petit peu d'anti-char longue portée, qui avait peut-être du mal justement à se débarrasser des grosses cibles, et là on a la réponse à ça, donc comme on dit, avec les pistaux-fuseurs dans les transports. Nos amis des Fils du Serpent, c'est aussi eux qui vont avoir parmi les meilleurs stratagèmes, qui vont avoir de très bonnes reliques, donc c'est un peu le masque qu'on va être tenté de jouer, quoi. Ouais, carrément. Ouais, bah, tu parlais justement des stratagèmes, on y viendra par la suite, mais ça va apporter énormément de tricks possibles. Ensuite, on passe à l'ombre onirique avec sombre sentinelle. Lorsqu'une unité avec cette forme rate un test de morale, une seule figurine de l'unité fuit. De plus, chaque fois qu'une figurine avec cette arme est tuée ou fuit, lancez un D6 avant de la retirer. Sur 4+, elle peut soit tirer avec une arme comme en phase de tir, soit effectuer une seule attaque comme en phase de combat. C'est ni plus ni moins qu'une bannière de l'Imperium qui permet, on va dire, de pouvoir, quand on meurt, retaper. C'est ce qu'on voit beaucoup avec les Hellblaster par exemple. C'est un masque sympa, vraiment. La partie sur le moral est un peu anecdotique puisque les troupes harlequins sont souvent pas en gros nombre pour pouvoir être embarqués. Donc avant de déjà perdre une figurine de l'unité, c'est déjà trop chez les harlequins. Donc ça, j'y crois pas trop. Par contre, le côté bannière, le fait de pouvoir retirer, c'est sympa parce que ça va donner une sorte de résilience, en tout cas de double impact. Moi, c'est clairement un masque que je vais tenter à l'occasion parce que je pense que ça peut faire la blague. Le seul petit hic, c'est qu'il y a beaucoup d'armes qui sont avec portée courte. Donc, si on tombe contre un joueur qui voit le truc arriver, bah, il va faire de telle manière à tuer les unités ou les figurines hors de portée. Donc ça tombera à l'eau. Du coup, comme le disait LoL, moi ce qui m'inquiète un petit peu avec ce trait, c'est que l'adversaire en fait va pouvoir, enfin c'est quelque chose qui va s'utiliser pendant le tour de l'adversaire, donc il va pouvoir réagir avec sa phase de mouvement, comme tu disais à cette armée, et vu qu'on a des courtes portées pour ce qui est de la phase de tir, ça va être quand même assez compliqué à utiliser. Quand même, on est au maximum, je crois, sur de la portée de 12 PS quasiment, ou alors quelques rares armes comme les canons des jesters et autres. Mais aussi pour le corps à corps, une seule attaque avec des profils dont la force est d'avoir une multitude d'attaques de force moyenne et d'une PA correcte, ça me paraît quand même assez gadget. Après, on sait jamais, ça se trouve, ça peut être le genre de petit bonus qui peut rajouter du palier, qui peut permettre de quand même utiliser les figurines. Donc c'est peut-être pas mal, je pense que tu as raison, c'est un trait à tester. Oui, sans compter qu'on n'a pas spécialement justement positionné le codex Harlequin, mais on va quand même sur un codex élitiste en fait, puisque chaque figurine va coûter en slip 13 points, mais on va très souvent la monter aux alentours des 20 voire 30 points avec soit une arme de corps à corps et ou un pistolet fuseur. Donc c'est vrai que rentabiliser sur un 4+, la mort d'une figurine qui vaut ce coup-là peut faire la diff, avec un petit palier comme tu viens de le dire. Après, de mon point de vue de garde impériale, 13 points, ça fait plus de 3 bonhommes, c'est beaucoup trop, clairement. Et on termine avec Suaire Muet, danse des cauchemars incarnés. Soustrayez 1 à la caractéristique de commandement des unités ennemies, tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités de votre armée ayant cette forme. En outre, quand votre adversaire effectue un test de morale pour unité à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités de votre armée ayant cette forme, il doit lancer 2 dés et défausser le résultat le plus bas. Ça va dans l'esprit. On l'a vu, c'est pas le masque le plus intéressant par rapport aux 2-3 qu'on a pu voir juste avant, mais c'est tellement dans l'esprit harlequin et il y a des trucs à faire. Moi, en le lisant, je me suis dit, tiens, on peut jouer sur des Hemlock ou sur de l'Aldar Noir qui vont aussi jouer sur le commandement. Tout ça cumulé, on peut se retrouver avec des unités portant très fortes qui vont avoir avec un commandement à 3 ou 4 et qui doivent lancer 2 dés au moment de quelques pertes. Voilà. Après, bon, c'est un masque sympa qui va vraiment dans le fluff et dans l'esprit des harlequins. D'ailleurs, le visuel que vous pourrez voir à côté est en cohérence. C'est pas le plus intéressant, mais il est fluff. Quelque chose qu'on n'a pas dit aussi au début de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle entrée. Hormis une, qui est une fortification, qui est un portail utilisable par l'ensemble des Aeldari. Et c'est intéressant en fait de voir ce positionnement aussi au sein du moral, puisque mi bout à bout avec un Hemlock, mi bout à bout avec certaines unités, Drukhari qui marche aussi justement sur le stack des malus de commandement, peut faire la différence avec ce genre de petite unité satellite qui pourrait faire chier l'adversaire. C'est clairement un trait qui va être, je trouve, compliqué à utiliser en milieu compétitif, parce qu'il y a quasiment toutes les armées essayent de se prémunir contre les problèmes de morale. C'est très frustrant de perdre des figurines costauds de la sorte. Peut-être qu'en tournoi un peu plus mou, qu'en milieu entre potes pour rigoler, pour sortir de jolies figurines, c'est un trait qui peut tout à fait être utilisé.
Donc, c'est Pour un toi, en trait- fait, ce que tu veux dire, c'est que ça va être difficile à mettre en place pour finalement que quelques morts sur un test de morale? Tout à fait, oui. Dans un milieu de tournoi, le moral, c'est une des règles un petit peu dans une construction de liste. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être assez aléatoire et si on perd trop de figurines au moral, ça peut renverser un peu la partie. Donc c'est quelque chose qu'on va éviter de subir. Donc j'y crois moyennement quand même. On a fait le tour justement des différentes formes de masques. Toi qui attendais justement pas mal de ce codex pour donner un petit peu de fraîcheur à ce codex, est-ce que tu es rassasié? Je suis rassasié. Ça fait plaisir. Il est rassasié. Non, il y a des vrais masques, enfin, il y a une vraie identité. Voilà. Euh, on n'est jamais complètement satisfait, on aimerait le truc complètement pété, mais les masques sont très différents, ils apportent vraiment des trucs qui sont fluff ou qui sont dans l'esprit des Arlequins. Donc, de ce côté-là, c'est fun. Le seul petit bémol, c'est qu'il y a vraiment un ou deux masques qui sont up par rapport aux autres. Et je pense qu'on verra très peu les autres. Mais je suis amplement satisfait. Ok. Et toi? Moi, je vais être un petit peu plus critique. Je trouve que comme souvent dans les règles proposées par Games Workshop pour tout ce qui est trait de faction, trait de chapitre pour les Marines et autres, on a toujours des traits qui sont clairement très en dessous des autres et un ou deux traits très au-dessus. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup, on va dans les milieux compétitifs ou même les milieux de tournois un peu plus mous, toujours voir un petit peu les mêmes styles d'armée et de construction d'armées autour. Là, on a quand même vraiment, entre les Fils du Serpent et les Frozen Star, on va avoir des traits plus au-dessus et je trouve ça un petit peu dommage. On passe maintenant aux traits de seigneur de guerre. Il y en a deux catégories, à savoir des génériques et des qui vont être spécifiques aux masques qu'on aura choisi. Je commence par les génériques avec Chance du dieu moqueur. Relancez les jets de touches, de blessures et de dégâts de 1 pour votre seigneur de guerre. Bah non. Non. Éternel débat, est-ce que tu veux avoir un buffer ou est-ce que tu veux optimiser un personnage de ton armée? Bah, même si tes persos sont quand même relativement efficaces, ça reste quand même des persos Eldar, donc c'est pas les plus gros tons que tu vas trouver sur le champ de bataille. En plus, là, c'est juste le reroll des 1, donc ça reste quand même assez léger. Je pense pas que ce soit un trait très efficace, on va le voir par la suite, tu as quand même des traits qui te font un peu plus envie dans ce tableau, quoi. Ensuite, on va avoir Tempête fractale. Votre seigneur de guerre a une sauvegarde invulnérable de 3+, contre les armes de mêlée. Bah il est bien. Clairement, en générique, c'est sûrement un des meilleurs, puisque l'Arlequin va en mêlée. C'est un peu son job, c'est un peu son métier. Il y va vite. Il y va vite, et c'est vrai que autant toute l'armée a une 4+ invue, il y a le solitaire qui a naturellement une 3+, mais le fait de pouvoir rajouter une 3+, sachant qu'il y a un stratagème qui rajoute aussi une 3+ sur sur une unité qui a advance, ça peut te faire 3 invulnérables sur 3 mecs qui sont au CAC. Je pense que c'est sûrement un des meilleurs, clairement. Ensuite, on va avoir un pied dans le futur. Ajoutez 2 pouces au mouvement de votre seigneur de guerre. De plus, ajoutez 1 pouce à la distance à laquelle il peut se déplacer à chaque fois qu'il advance, bat en retraite, charge, effectue une intervention héroïque, engage ou consolide. C'est vraiment... il bouge déjà de beaucoup, et très bien. Pour moi, il est pas très intéressant, surtout comparativement aux autres. Un pas sur l'advance, sur la consolidation, ou même sur l'intervention héroïque, non. C'est pas suffisant. Donc, non, pour moi, non. Je trouve que le nom est sympa. Ok. Ensuite, on va avoir Comédien lumineux. Relancez les jets de charge ratés du seigneur de guerre et de toute unité amie du même masque à 6 pouces ou moins de lui. Surprise, c'est pour toi. On a eu. C'est un trait qui est pas mal, bien dans l'esprit Arlequin. Le but est d'aller très vite vers l'ennemi parce qu'on ne tient pas la distance au tir, hein, qu'on n'est pas très nombreux, cher en points et pas hyper résistant. Et là, du coup, on va pouvoir charger plus vite vu qu'on peut relancer. Et en plus, ça a un des rares traits de seigneur de guerre qui est en zone, enfin avec les autres unités, donc c'est pas mal. Et pour toi? Exactement pareil. C'est sûrement un des meilleurs. Les charges doivent être réussies pour les Arlequins. Ouais. Donc, Sinon, ils prendront la foudre. Hein, donc, de toute façon, ouais. Très clairement, un Arlequin qui rate sa charge est un Arlequin mort. Ouais, on, carrément. on peut rester là-dessus. Hein. Ensuite, on va avoir Tragédien ténébreux. Chaque jet de blessure de 6+, obtenu pour une attaque du seigneur de guerre en phase de combat, inflige une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Comme il a chié, je me suis retourné vers toi. Bah non, il est sympa, mais pareil, on n'a pas envie d'aller buffer un seul mec. Parce que des persos, en avoir pas mal, c'est obligatoire chez l'Arlequin pour faire des multi-auras. Donc aller buffer un seul type, que
ce soit un troupe master ou autre, qui sont déjà bien impactants au cas que juste avec une blessure mortelle sur un 6, moi je vois pas l'intérêt. Oui, puis surtout qu'ils n'ont pas des forces ou des damages au corps à corps mirobolants, donc du coup, sur 6+, une mortale, c'est trop le truc que tu aimerais peut-être pour aller attaquer du gros, et ils n'ont pas l'air non plus faits pour attaquer du gros, donc du coup, ça n'a pas l'air d'être très utile, quoi. Ouais, complètement. Et on va terminer avec le dernier générique qui va être acteur crépusculaire. Une fois par bataille, vous pouvez relancer un jet de touche, de blessure ou de sauvegarde raté de votre seigneur de guerre. De plus, si votre armée est réglementaire et que votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille, lancez un des 6 et à chaque fois que votre adversaire utilise un stratagème, si le résultat est identique au nombre de points de commandement dépensés pour le stratagème, vous gagnez un nombre équivalent de points de commandement. Et c'est juste super fun parce que c'est harlequinesque. Exactement. C'est dans l'esprit de l'Arlequin, c'est-à-dire que quasiment tous les codex, pas tous, mais pas mal, ont ce moyen de regagner des points de co. Et là, que ce soit fait de manière Arlequin, ça veut dire avec le petit sourire en coin, c'est rigolo, c'est top. Ouais. Je suis complètement d'accord. Puis en plus, on a quand même cette petite reroll sur un touché, blessé ou même sur une sauvegarde. C'est le genre de petite relance qui va pas nous coûter de points de commandement et qui peut être utile dans la partie, qui peut un peu également frustrer l'adversaire un peu à la Harlequin encore. Et du coup, je trouve ça vraiment pas mal comme trait. Ouais, carrément, hein, puisque on le voit surtout avec ceux qui ont une sauvegarde, une invulnérable à 3, ça te fait 2 relances dans le même tour, donc 2 accidents possibles en fait. On passe ensuite aux traits qui vont être réservés justement à certains masques, avec le masque Chagrin Nocturne, Némésis des damnés. Chaque jet de touche de 6+ pour votre seigneur de guerre en phase de combat occasionne 2 touches au lieu de 1. En outre, ajoutez 1 au jet de touche pour votre seigneur de guerre contre les unités chaotiques. C'est un trait qui est pas mal, un peu dans l'esprit de ce que disait Lexa tout à l'heure. C'est-à-dire si tu veux jouer des petits détachements un peu anti-élite, Chagrin Nocturne, c'est celui qui permet d'avoir des consos de 6. Donc d'aller chercher des multi-persos pour aller sniper. Là, le fait de se dire qu'ils vont avoir un impact sur 6+, avec 2 attaques supplémentaires, ça peut être sympa dans le Chagrin Nocturne. Après, la 3+1 vue en arme de mêlée en générique est peut-être plus intéressant, mais il est pas mal. Et toi ? Exactement la même chose, c'est peut-être le genre de trait qu'on peut aller chercher, comme on disait, dans un détachement de soutien, peut-être à une armée d'Eldar, pour avoir des persos satellites qui vont traverser l'ennemi pour aller chercher d'autres persos de buff, contre des armées, je sais pas, comme le chaos, la garde impériale ou autre, ou les démons. Après, c'est quand même pas un trait qui me donne vraiment envie. Honnêtement, je trouve ça assez léger de rajouter un petit peu d'attaque sur 6+, mais c'est sympa, peut-être à tester quand même. Puisque pour se rendre un petit peu compte, un True Master va avoir 5 attaques. S'il est blessé, on va avoir la faculté d'utiliser un stratagème qui va augmenter ses attaques de 2. Il va donc passer à 7 attaques. Et là, en l'occurrence, il ferait uniquement 2 attaques supplémentaires. Donc ça le passerait quand même à 8 attaques à peu près, ce qui n'est pas déconnant. Hein. Mais pour un trait de seigneur de guerre, à voir quoi. Oui. Ensuite, on passe à chemin voilé, marcheur de la toile. Au cours du déploiement, vous pouvez placer votre seigneur de guerre dans la toile plutôt que sur le champ de bataille. Il peut en sortir à la fin de n'importe laquelle de vos phases de mouvement. Placez-le n'importe où à plus de 9 pouces de l'ennemi. De plus, et c'est là où c'est intéressant, vous pouvez utiliser 2 fois le stratagème assaut par la toile. Alors, dans le cas où on ne jouerait pas avec les bêta règles de la Big Fac de Games Workshop qui, on va le dire, massacrent un peu les réserves, c'est un trait de seigneur de guerre qui serait très intéressant. Aujourd'hui, dans toutes les compétitions, je pense que la Big Fac et les règles de bêta seront utilisées, donc ça va être très anecdotique pour les gens qui vont faire des tournois et qui recherchent ce genre de jeu. Quoi. Donc en fait, à voir si la bêta est adoptée ou pas, en fait, pour pouvoir vraiment juger de la puissance de ce trait-là. Quoi. Et aussi le fait qu'il est associé à un masque qui est sûrement un des moins intéressants, donc automatiquement, voilà, ça fait beaucoup de si, quoi, comme on dit. C'est ça. On continue avec Astre Glacé, nos frères se relèveront. Lancez un D6 à chaque fois qu'une figurine d'une unité Astre Glacé de votre armée à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre perd son dernier PV. Sur un 6, ce PV n'est pas perdu et la figurine n'est pas tuée. Ce trait n'a pas d'effet si l'unité est sous l'effet du pouvoir psychique dense de la toile, qui est l'équivalent, on va dire, d'un Feel No Pain à 6 en bulle autour du psycheur. Donc c'est un trait qui va être, pour moi, utile sur les troupes. On sait que l'Arlequin a du mal à subir des phases de tir, donc ça peut être utile pour résister dans une partie dans laquelle vous n'avez pas le tour 1.
Après, ça reste sur du 6 et sur les unités sur lesquelles on aimerait vraiment le mettre par rapport aux masses des plus d'une attaque, donc les motos, je sais pas si ce sera si utile que ça. On continue avec Ombre Onirique, gardien des morts. Ajoutez 1 à tous les jets de sombre sentinelle effectués par une unité Ombre Onirique de votre armée à 6 pouces ou moins du seigneur de guerre. Ajoutez 2 à la place s'il y a au moins une unité Nécron sur le champ de bataille. Le sort Sombre Sentinelle est l'équivalent de la bannière impériale qui permet au moment où on meurt de jeter un dé et sur un 4+, de pouvoir faire soit un tir, soit une attaque. Bah, très clairement, si on se la joue sombre sentinelle, on va augmenter de 1 autour du seigneur de guerre le jet, donc qui va passer de 4+ à 3+. C'est pas mal dans cette idée de tester ce masque, c'est pas mal. On enquille vers le masque qui semble pour l'instant le plus séduisant avec dépit culminant. Marcheur céleste, votre seigneur de guerre peut débarquer d'un transport après que ce dernier se soit déplacé. Bah, c'est juste top, quoi. C'est juste top, le seul. C'est Harlequin, c'est-à-dire qu'en plus, fuck de roule. Voilà, donc, C'est-à-dire que c'est le seul mec de tout le jeu qui peut faire ça. Hein. Ouais, et en plus, c'est les persos Harlequins, comme on va le voir, peuvent être vraiment buff, peuvent avoir un impact, peuvent éliminer l'Overwatch. Donc, et surtout, dépit culminant, c'est le masque où on va avoir des transports, on va avoir des mecs dedans, puisque ils vont advance, parce qu'ils n'ont pas de malus. Il n'est pas précisé en plus qu'ils ne puissent pas se déplacer après avoir débarqué, donc ça veut dire que en fait, un seigneur de guerre dépit culminant des fils du serpent peut traverser la table tour 1. Oui, complètement. Voilà. Très clairement, moi je vois en tournoi Mimou, les joueurs harlequins qui vont pouvoir vraiment surprendre leurs adversaires, toutes les armées qui sont basées un petit peu sur des plateformes de tir qui n'ont pas la règle vol, je pense notamment à la garde impériale. Hein. C'est le genre de perso qui va peut-être être capable de nuller 1 voire 2 le man russe sur une charge, puisque là en plus le joueur garde impériale a tendance à jouer un petit peu serré, donc pour tout ce qui est tank au sol, c'est le genre d'unité qui est dramatique, passer à travers les cordons, sauter sur les trucs, les bloquer. Il y a vraiment un jeu qui est assez sympa et qui représente bien le codex harlequin avec toutes ces petites unités d'esquive dans tous les sens, et c'est le genre de jeu qui va pouvoir être développé et c'est plutôt cool. Et on termine avec Suaire Muet, l'ultime bouffonnerie. Si votre seigneur de guerre est tué en phase de combat, lancez un D6 sur 2+, l'unité qui a tué votre seigneur de guerre subit D3 blessures mortelles une fois qu'elle a fini d'attaquer, donc une fois qu'elle a fini de lui marcher dessus. Sur un 6, elle subit D6 blessures mortelles à la place. Moi je trouve que c'est vraiment le trait de seigneur de guerre du pessimiste. C'est-à-dire que tu pars du principe que ton chef d'armée va mourir. C'est vraiment un trait de seigneur de guerre de bouffon. Je joue une merde, ça me fait plaisir. Et voilà, à fond là-dedans. Temple solaire. Tiens, meurs. Ton seigneur de guerre, c'est quand même le mec qui te représente sur le champ de bataille, alors ça fait mal au cul quand même. Hein. Bah, le mec, je pense qu'il est très bien dans sa peau, il décide d'être plus mauvais en vrai, pas dans le jeu que dans la vie. Et on enchaîne avec les reliques de ce magnifique codex harlequin et on passe à la tenue de brume stellaire. Le porteur a une sauvegarde invulnérable de 3+, contre les armes de tir, 2+, les unités ennemies ne peuvent pas lui tirer dessus en état d'alerte lors d'un tour où il a avancé. Alors très clairement, c'est une excellente relique puisqu'elle va enlever un Overwatch et donner une invul à 3. Donc c'est vraiment 2 règles qu'on a vraiment très envie d'avoir sur un chef d'armée. Donc c'est super cool. Si on croit en son chef d'armée. Et moi, j'ai envie de croire en mon chef d'armée. Et toi, là, est-ce que tu crois en ton chef d'armée? Je crois en mon chef d'armée et mon chef d'armée aura la tenue de brume stellaire. On passe à une deuxième relique qui est la rose de Ségorac. Figurine avec baiser d'Arlequin uniquement. La rose de Ségorac la remplace et a le profil suivant. Arme de mêlée, type mêlée, force +1, PA -1, D3 dommages. Mais aptitude particulière, relancer les jets de blessure ratés de cette arme. Lorsqu'elle attaque de l'infanterie, cette arme a un dégât de 3 flat. Clairement, c'est je pense la relique systématique sur un solitaire, en particulier un solitaire qu'on va utiliser en sniping de perso à aura, puisqu'il va traverser la table, il va aller choper le gars qui buff toutes les unités, et il va arriver potentiellement avec 10 à 12 attaques si on l'a bitsé, puisque dès qu'il perdra des PEV, on pourra lui mettre le strat pour qu'il gagne 2 attaques. Exactement. Donc ça veut dire 12 attaques, force reroll des blesses avec 3 dommages flat. C'est du sniping comme il n'y en a aucun dans tous les codex. Carrément, ouais. Et en plus, on le verra tout à l'heure, il va avoir la faculté, pourquoi pas, de faire des consos de 6 pouces et derrière avec un stratagème de retaper. Et quand on est flat 3, il va même être capable justement d'aller sniper plusieurs personnages, même avec des fortes invuls, hein, puisque il suffit que le mec rate 2 saves, il est tout de suite sur 6 PEV. On est d'accord. Donc non, c'est
c'est une très belle relique et qui va être systématique. Sur le baiser d'Arlequin, le solitaire est de base avec un baiser d'Arlequin. Ça fait partie des armes de corps à corps qui sont les plus chères. Donc, quitte à choisir, autant directement le mettre sur ce garçon-là. C'est clairement une relique où tu vois bien le solitaire arriver, il tabasse le mec à mort dans un coin et il le termine, quoi. C'est la violence. Le damage 3 net, il n'y a pas beaucoup de persos qui peuvent faire ça. Puis alors comme je disais, avec le blitz, ça va lui donner une portée de charge monstrueuse. Donc il va vraiment pouvoir aller chercher très très loin les persos. Donc c'est costaud, quoi. Ouais, 12 plus 2d6. Ouais. On va continuer avec les reliques avec le masque Ghoul, figurine astre glacé uniquement. Le porteur du masque Ghoul peut tenter d'abjurer un pouvoir psychique à chaque phase de psychique ennemi, de la même façon qu'un psycheur. De plus, ajoutez 1 au test d'abjuration du porteur. Et celle-là, je voulais la mettre en avant, puisque c'est toujours pratique d'avoir un plus 1. Surtout si on voit que l'autre, par exemple, c'est un petit peu chié dessus sur un châtiment qui va faire mal ou il a fait un petit score, et ben au moins on assure de pouvoir le contrer, et c'est pas mal. Clairement, en plus c'est sur Astre Glacé, alors ça c'est un peu spécifique, mais Astre Glacé, comme on en parlait avant, c'est peut-être quelque chose qu'on va essayer d'aller mettre sur les motos pour gagner une attaque. Donc on n'aura peut-être pas automatiquement inclus un psycheur, donc ça permettra d'avoir peut-être une source d'abjuration supplémentaire. Voilà, ça fait partie des reliques sympathiques des Arlequins. Et pour finir, les reliques qu'on a sélectionnées dans ce petit codex Arlequin, on va passer à la serre de Folchou, figurine du dépit culminant uniquement. Tant que le porteur est embarqué dans un transport dépit culminant, ce véhicule peut se déplacer de 6 pouces supplémentaires en phase de mouvement. De plus, si un transport dépit culminant est détruit et qu'il transporte le porteur, ne lancez pas de dés pour voir si des figurines qui débarquent sont tuées ou pour voir si le transport explose. Aucune figurine n'est tuée, le transport n'explose pas. Alors très clairement, c'est une bonne relique. Clairement, si on avait besoin de réfléchir encore à est-ce qu'on prend le masque dépit culminant, il nous rajoute une petite relique histoire de voilà, entre le trait de seigneur de guerre où tu peux débarquer après avoir avancé. C'est cadeau. Et cette relique là, ça veut dire que je vous fais un rapide calcul, un Star Weaver avec votre seigneur de guerre, il va bouger de 16 plus 6 plus 6 donc 28 et le gars va débarquer. Donc voilà, comme je vous dis, c'est-à-dire que pour aller impacter l'autre bout de la table ou aller sniper quelqu'un, sachant que les Arlequins passent au-dessus de tout, puisqu'avec leur ceinture, ils sautent, ils ne considèrent ni les décors ni les personnages adverses. Et ils t'emmerdent. Et aussi, surtout même. Voilà, c'est clairement la relique, pas auto-incluse, mais quasi, si on prend le dépit culminant, qui est le masque qu'on prendra de manière, je pense, systématique. Pour ces fameuses reliques, malheureusement, on n'a que 2 pages. Maintenant, quand on voit la qualité de celle-ci et du fait que systématiquement, on va au moins en prendre, mais 2. Tu vois, ça reste quand même super quali et en plus de ça, elles sont fluff et elles donnent encore plus de charisme à certains personnages et ça c'est vraiment cool. On passe ensuite à la discipline de la fantasmancie. Chelou mais ça existe. Et avec un premier sort qui va être Sentier Crépusculaire, qui a une valeur chargeoire de 6. S'il est manifesté, choisissez une unité Arlequin visible du psycheur et à 3 pouces ou moins de lui. Elle peut immédiatement se déplacer comme en phase de mouvement. Vous ne pouvez pas utiliser ce pouvoir plus d'une fois par unité à chaque phase de psychique. C'est pété, mais c'est pété qu'une fois. Mais c'est quand même bien pété. Déjà que les gars bougent très très vite, là ils vont pouvoir bouger très très vite 2 fois. Donc pour le coup, ça peut vraiment permettre de partir de l'autre bout de la table, d'agresser très vite. Et vu que l'Arlequin va grosso modo devoir encaisser 1 à 2 phases de tir, ça permet d'aller bloquer les unités qu'il faut. Très clairement, on a envie de le jouer sur les motos pour agresser, pour aller bloquer les unités ennemies qui nous embêtent. Quand si elles n'ont pas le fly, essayer d'entourer un petit peu. C'est un des top sorts du codex, voire le top sort du codex, très clairement. Carrément, est-ce qu'on peut parler de auto-include ? C'est un auto-include, clairement. Les Shadow Seer, comme on va le voir quand on va faire la datasheet, sont passés Psycheur 2. Donc ça veut dire qu'ils ont 2 sorts, alors qu'avant ils n'en avaient qu'un. Et celui-là était déjà l'auto-include quand ils étaient niveau 1. Là c'est niveau 2. La question se pose même pas. Maintenant c'est qu'est-ce qu'on va choisir en deuxième. Exactement. Et là, pour le coup, il y a pas mal de choix et c'est même intéressant. Ou alors, qu'est-ce qu'on va choisir si on a un deuxième Seeker ? Voilà. Puisqu'on enchaîne avec Brume des Rêves, qui a une valeur chargeoire de 6. S'il est manifesté, choisissez une unité ennemie visible du Seeker et à 18 pouces ou moins de lui. Jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique, l'adversaire doit soustraire 1 à ses jets de touche sur cette unité quand elle cible de l'infanterie Arlequin. On est dans l'esprit Arlequin pour le côté fluff. Tous les véhicules ont un lanceur mirage qui fait que tu as déjà -1 pour les toucher. Là, ça va cibler de l'infanterie. Sachant qu'en plus, le Shadow Seer donne une bulle où tu as -1 pour blesser les troupes, enfin tout ce qui est autour de lui dans une bulle de 6. Ça apporte la résilience qui manque à ces unités d'élite. Donc c'est un sort qui est top, qui sera sûrement parmi ceux qu'on va prendre
assez facilement pour offrir de la résistance à la faiblesse que peuvent avoir nos petits arlequins en collant. Carrément. Je vais sauter le sort numéro 3 pour l'appuyer en fait du sort numéro 4 qui pour le coup là est une bénédiction puisqu'on est sur une malédiction, c'est-à-dire quelque chose qu'on va lancer sur l'ennemi pour que sur ses cibles il est -1 pour toucher, alors que Voile des larmes qui lui a une valeur charge warp de 7, s'il est manifesté avec succès, choisissez une unité amie toujours d'infanterie arlequin à 18 pouces ou moins du psycheur. Jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques effectuées contre cette unité. Donc en fait, en alignant les planètes, on va être aussi capable d'avoir -2 sur des troupes, enfin sur de l'infanterie, pardon. Ce qui est pas mal en fait aussi, celui-là, c'est déjà les charges 7, ok, mais on va pouvoir éviter l'abjuration en fait, puisque en étant à 18 de l'adversaire pour pouvoir lui envoyer une malédiction, si l'adversaire joue bien, il va avoir son psycheur pas très loin qui va pouvoir abjurer. Là, en étant à 18 d'une unité amie, on peut faire de telle manière à ne jamais être à distance d'abjuration. Voilà. Ouais. Donc ça permet de, selon la situation et selon l'armée adverse contre laquelle on va jouer, de se garantir d'avoir de la résilience non abjurable. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les deux formes, bénédiction et malédiction, je pense. Ce qui est assez sympa, hein, puisque tu vas pouvoir vraiment jouer dans plusieurs sens. Maintenant, pour ces deux sorts, ça ne concernera systématiquement que l'infanterie arlequin. On le verra de toute façon, les véhicules et les motos ont déjà quasi systématiquement -1 pour être touchés au tir. Je reviens sur le sort numéro 3 qui va être Miroir Manteau, qui a une valeur charge warp de 7. S'il est manifesté, choisissez une unité ennemie à 24 pouces ou moins du psycheur. Les deux joueurs lancent chacun un dé. Si le résultat du joueur arlequin est supérieur ou égal à celui de l'adversaire, l'unité visée subit une blessure mortelle. Recommencez jusqu'à ce que l'unité soit détruite ou que l'adversaire obtienne un résultat supérieur. Autant dire qu'il devrait s'appeler l'invocation de la déesse de la chatte. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est un sort qui est assez sympa. Malheureusement, tu peux pas du tout baser une stratégie dessus. Ça peut être rigolo à utiliser, mais c'est pas le sort que je prendrais dans les sorts qu'on a actuellement, clairement. Ensuite, on va enchaîner avec Éclat de lumière, qui est le sort numéro 5, qui est de valeur charge warp de 7. S'il est manifesté, choisissez une unité ennemie visible du psycheur à 18 pouces ou moins de lui. Cette unité subit D3 blessures mortelles et doit soustraire 1 de son commandement jusqu'au début de votre prochaine phase psychique. Un deuxième smite qui n'a pas à cibler l'unité visible la plus proche. Voilà, c'est exactement ça, c'est dans cet esprit-là. C'est un smite que tu peux cibler sur n'importe quoi. Le -1 au commandement peut être cumulatif avec tout ce qu'on a vu sur le suaire, sur le masque suaire. Voilà. Après, les autres sorts sont tellement bien qu'il est sympa, c'est un autre smite, mais je ne sais pas si j'irai systématiquement sur lui. Un autre sort qui est très bien, où là pour le coup il y a vraiment débat avec les top sorts, c'est Danse de la toile, puisqu'il est de valeur charge warp de 7. S'il est manifesté, alors jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, lentez 1d6 quand une unité amie arlequin à 6 pouces, c'est unité et pas figurine, du psycheur perd 1 point de vie sur 6. Le PV n'est pas perdu. Pour moi, c'est clairement un top sort qui augmente la résistance. Alors certes, que d'une chance sur 6. Mais c'est vraiment le genre de petit point de vie qui va pouvoir être vraiment problématique pour l'ennemi. Par exemple, je pense aux motos qui ont 3 points de vie, si je ne m'abuse, qui vont avoir un petit Finopen à 6. Il suffit d'avoir du damage 3, il y en a un qui est arrêté, du coup le multiple de damage 3, tu vas en perdre un autre, ça va faire perdre vraiment beaucoup à l'adversaire. C'est vraiment un très bon sort pour moi. Je suis entièrement d'accord, on le voit de plus en plus, c'est-à-dire que toutes les armées qui ont soit un Feel-No-Pain, soit un extrêmement résistant ou autre, ça apporte une résistance supplémentaire. Et là, comme on est sur des troupes d'élite qui valent cher et qui chacune va avoir un impact non négligeable, si tu peux en sauver une, voire deux, grâce à ça, ça va être un vrai problème pour l'adversaire. On a fait le tour de la discipline de la fantasmancie. C'est une bonne discipline. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si jamais on est dans un milieu où vous allez pouvoir avoir qu'un seul psycheur, quel sort vous allez prendre? Et si jamais justement on peut en avoir plusieurs, quelle stratégie vous allez avoir, un à gauche, un à droite par exemple? Alors, clairement, si on n'a qu'un psycheur, sentier crépusculaire, donc le double move, sans aucun doute, et sûrement Danse de la toile, le Feel-No-Pain en bulle à 6. Je pense que vont être les deux auto-include pour moi sur un psycheur. Après, si j'en ai un deuxième, pour l'avoir déjà vécu, Miroir Manteau est tellement blague, voilà, mais ce serait uniquement sur un deuxième psycheur, puisque le combat de dés, tu peux tellement minder l'adversaire et le faire tilter si l'adversaire il perd une unité ou un psycheur ou un mec au jet de dés comme ça. Et bien sûr, tout ce qui peut faire gagner de la résilience, donc le -1 pour touche,
auprès de ton infanterie. Je prendrai exactement la même combinaison de sorts. Après, j'hésiterais sûrement entre miroir manteau et éclat de lumière, pour le côté un petit peu snipe d'éclat de lumière, mais ça risque d'être également un aide optique, donc je pense que je tenterai le miroir mental pour la blague, quoi. Pour montrer que t'as les plus grosses couilles. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Moi, je lance des dés, ça fait des 6. Voilà. On passe ensuite au stratagème, partie très importante de ce codex, puisque bah, justement elles vont pouvoir déclencher pas mal de petits tricks, et ça c'est vraiment vraiment cool. On a énormément de standards à Eldari avec assaut par la toile, qui pour un PC permet de mettre une unité en réserve, et pour 3 PC permet d'en mettre 2 et d'arriver à la fin de la phase de mouvement à 9 pouces de l'ennemi. Ensuite, tu vas nous parler de Grand Harlequin. Alors, Grand Harlequin, utilisez ce stratagème pour 2 points de co avant la bataille. Choisissez un Troop Master de votre armée. Cette unité gagne le mot-clé Grand Harlequin et l'attitude suivante. Volonté du dieu moqueur. En phase de combat, relancez les jets de touche de 1 pour les unités amies masques qui sont à 6 pouces de cette figurine. Vous ne pouvez utiliser ce stratagème qu'une fois par bataille. En clair, c'est passer un de vos Troop Masters, pas un maître de chapitre, mais un capitaine. Et clairement, dans les combos aura qu'il va pouvoir y avoir au niveau des Harlequins et des Troop Masters, je ne vais pas dire que c'est un systématique puisqu'il coûte 2 points de co. Et que les points de co vont être chers puisqu'il y a vraiment plein de stratagèmes et plein de synergies stratagèmes qui vont être rigolotes à faire avec les Harlequins. Mais dès qu'on sera au-dessus des 8 points de co, je pense que moi je le ferai de manière systématique. Oui, parce qu'en fait, pour résumer un petit peu, puisqu'on rentrera dedans au niveau des datasheets, mais on va avoir un Troop Master qui va être capable de faire relancer les 1 pour toucher avec ce stratagème. En plus de ça, il va être capable de faire relancer les jets de blessure aussi pour les potes à 6 pouces. Et derrière, avec un autre choix QG qui sera le Psyker, on va avoir -1 pour être blessé en plus. Donc autour de ces deux persos et de ce stratagème, on va être capable d'avoir quasiment toutes les meilleures bulles du jeu. Oui, d'accord. On va passer au prochain stratagème qui est brouillage prismatique. Utilisez ce stratagème après qu'une unité Harlequin de votre armée est avancée. Cette unité a une sauvegarde invulnérable à 3+, jusqu'au début de votre prochain tour. Alors, c'est un excellent stratagème qui va pouvoir être utilisé soit sur les transports qui vont advancer pour balancer des petits tirs, ou des gros tirs plutôt même, de pistolets fuseurs sur l'ennemi, Ouais. ou même carrément sur les motos qui vont pouvoir agresser l'ennemi, charger, peut-être bloquer. Du coup, s'il se désengage, il aura face à lui une unité sur laquelle il va avoir du mal à tirer. Donc c'est vraiment un des top stratagèmes du codex. Carrément, et c'est marrant parce qu'on parle quand même de mecs en collant. Les gars, ils peuvent avoir avec ça, quand ils advancent, une invul à 3. On l'a vu, mais pour les motos, -1 pour être touché. S'il y a le personnage, -1 pour être blessé aussi. Ça commence à être relativement tanky. Et ce qui est assez sympa, et on en reparlera quand on va voir les unités, ou même quand on va débriefer sur le codex, c'est que finalement, ce contrebalancement de leur tanking va pouvoir s'appliquer 1 voire 2 tours, le temps qu'il va leur falloir justement pour pouvoir s'exprimer. Et c'est souvent au tour 3 qu'on va avoir un craquage dans un sens comme dans l'autre en fait, par rapport à ce manque de tanking, ou en tout cas qu'on va contrebalancer. J'enquille avec Voix des héros qui vaut 2 PC. Utilise ce stratagème au début d'une phase de mouvement lors de laquelle un Death Jester, un Solitaire et un Shadow Seer de votre armée sont à 6 pouces ou moins les uns des autres. Retirez les 3 figurines du champ de bataille. À la fin de cette phase de mouvement, remplacez-les n'importe où à plus de 9 pouces de tout ennemi. Donc déjà, petite précision au niveau de la Big Fac, c'est qu'on est éligible à l'utilisation de ce stratagème tour 1 puisque les figurines sont déjà sur la table au début du tour. Et ça, c'est un bon contre quand même, puisque ça représente pas mal de points de puissance et aussi la faculté tout simplement d'arriver avec un solitaire, et on commence à en parler, à 9 pouces de l'ennemi quand il va pouvoir justement bien meuler l'adversaire. Et c'est aussi une forme de redéploiement. Clairement, et sur le papier, on se dirait, tiens, un Death Jester, un Solitaire et un Shadow Seer. Bon, ok, il faudrait que je prenne les 3. Mais comme on en parlait tout à l'heure avec Lexa, si on prend un détachement à part, le Death Jester et le Solitaire sont des choix élites. Le Shadow Seer va nous faire notre QG systématique, donc on pourrait doubler avec un autre Solitaire. Et ça peut nous permettre clairement, au tour 1, de planquer les gars. C'est des petites figurines, on les planque. Et tout d'un coup, ils vont être dans la tête de l'adversaire tour 1. Le Shadow Seer avec ses smites ou ses sorts et le redéploiement pour pouvoir donner le double move alors qu'il était planqué en début de partie près des motos ou près d'une infanterie. Le Solitaire, comme on l'a vu, qui peut blitzer derrière et passer au-dessus et aller sniper. Et le Death Jester, dont malheureusement, comme on le verra dans sa datasheet, un des principaux problèmes, c'est la portée. C'est-à-dire que son arme a 24 pas de portée, c'est un sniper. Voilà, si on le met première ligne, on risque de l'exposer, alors que là, avec ce stratagème-là, qui pourrait paraître situationnel, en fait, va nous permettre de le faire vivre, voilà, tout simplement. Carrément. Et c'est quand même assez intéressant, puisque là, ça fonctionne quel que soit leur masque. Et c'est assez rare, justement, les stratagèmes qui fonctionnent uniquement sur un keyword et pas justement sur un type de masque.
Oui, moi c'est un stratagème que je vois aussi utiliser en fin de partie. Alors ça va être un petit peu compliqué de garder les trois persos à 6 pouces les uns des autres pendant toute une partie, mais alors le moment où il faut faire du Maelstrom, où il faut aller prendre 3 objectifs, ou surtout dans les parties à petit format, où on va pouvoir jouer Harlequin en pur sans avoir trop de redondance dans les unités, dans lesquelles il n'y a pas tant d'entrée que ça, c'est vraiment un stratagème qui je pense va apporter de la maniabilité en termes de jeu, et ça c'est cool. Ensuite, on va parler de geste de Sekorat, qui vaut 1 point de commandement. Utilise ce stratagème lorsqu'une unité ennemie bat en retraite face à une unité Harlequin de votre armée. Une fois qu'elle a fini de se déplacer, si aucune autre unité n'est à 1 pouce ou moins de votre unité, elle peut tirer sur l'ennemi qui a battu en retraite, comme en phase de tir. Et un PC, c'est pas cher payé quand tu vois la létalité de 5 gus avec des pistolets à fuseur. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est qu'ils vont souvent avoir des courtes portées. Et si la personne n'est pas trop con, elle va être capable de reculer au maximum et donc de se mettre hors portée. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est quand on se désengage, on n'a pas le droit d'advance. Et donc, dépendamment de la valeur de mouvement de certaines unités, elle va pas pouvoir s'échapper. Et là, ça peut faire la différence. Clairement. Et comme tu l'as bien précisé, le fait de ne pas pouvoir advance va faire que, selon comment on s'est placé, il y aura toujours un bout d'unité, donc l'unité qui sera ciblable. Et c'est vrai que 5 coups, ou même 3 ou 2 pistolets fuseurs dans le dos, ça fait mal. On est d'accord. On va parler d'un autre stratagème qui est très sympa, qui se rapproche de l'Elderi avec le fantasme, qui s'appelle les 100 épées de Volt. Utilisez ce stratagème au début du premier round, avant le début du premier tour, donc après qui commence et la reprise d'init, très important. Choisissez une unité Harlequin de votre armée, retirez-la du champ de bataille et redéployez-la n'importe où dans votre zone de déploiement. Si vous choisissez un transport, toutes les unités embarquées à l'intérieur y restent quand le transport est redéployé. Si les deux armées ont des unités qui peuvent se redéployer ainsi, tirez au dé, le gagnant choisit qu'il fait en premier. Vous pouvez utiliser ce stratagème qu'une fois par bataille. Donc ça, je pense que Lexa sera d'accord avec moi, c'est juste très fort. Pour l'utiliser en Eldar avec Fantasme, on peut faire des flancs refusés, on peut faire un déploiement très protecteur d'un Star Weaver avec son Troop Master et des fuseurs, et dès qu'on sait qu'on commence, le mettre de manière super agressive. Sur une unité de moto de 6 qu'on avait planqué, pareil. Pour moi, c'est un stratagème que je vais utiliser très régulièrement, tellement les Harlequins sont indépendants. Je suis complètement d'accord, et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un côté un petit peu Harlequin, c'est-à-dire que tu as ton petit transport avec tous tes fuseurs, ton perso qui est collé au coin de la table, donc le mec est assez serein, et là, boum, début de la partie, en fait, il est juste devant toi, il arrive, il tire et il explose tout, c'est génial, quoi. Alors, on va passer à un stratagème qui est toujours dans cette petite optique de booster les persos snipers qui vont passer à travers plus même les persos missiles, en fait, qui vont passer à travers les unités ennemies pour aller leur casser la figure au corps à corps. Tourment du puits de feu pour 1 point de commandement. Utilisez ce stratagème en phase de combat avant d'attaquer avec un personnage Harlequin de votre armée qui a perdu 1 ou plusieurs points de vie à ce round de bataille. Jusqu'à la fin de la phase, améliorez de 2 points les caractéristiques de force et d'attaque de cette figurine. Alors, très clairement, un solitaire qui va charger une unité, qui va perdre des points de vie, comme tu le disais, sur l'Overwatch, va pouvoir encore plus se buffer, encore plus essayer de casser la gueule du mec d'en face. C'est fort. Augmenter de 2 points, c'est assez rare en plus, en général, dans les bonus, les stratagèmes, donc c'est plutôt agréable. Et ça te fait surtout passer à force 7, qui est un palier intéressant contre les véhicules légers, ou en tout cas ceux qui prédominent les tables. Ensuite, en termes de stratagème un petit peu kikou qui existe dans beaucoup de codex, surtout dans l'Imperium, mais qui là, quand on voit le nombre d'attaques de certains persos, peut clairement faire rigoler. Il vaut 3 PC, c'est danseur de guerre. Utilisez ce stratagème à la fin de la phase de combat. Choisissez une unité Harlequin de votre armée qui a déjà combattu à cette phase. Elle peut immédiatement engager et combattre une fois de plus. Très clairement, c'est fort, sans parler des unités d'infanterie qui vont pouvoir déjà mouliner un petit peu, notamment avec un masque qui rapporte des attaques, encore plus d'attaques dans tous les sens. Moi, comme je l'ai dit précédemment, je pense quand même pas mal au perso missile, et là, même avec le trait qui fait qu'on peut consolider de 6 pouces, ça peut permettre d'aller chercher 2 persos dans le tour, avec le stratagème qu'on a vu avant, donc à force 7, avec beaucoup d'attaques, on peut vraiment aller tripoter un paquet de bonhommes, quoi. Un autre stratagème dans ceux qu'on a pu présélectionner, entrée dramatique, 1 point de co. Utilisez ce stratagème à la fin de la phase de charge de votre adversaire. Un personnage Harlequin de votre armée, à 6 pouces ou moins d'unité ennemie, peut effectuer une intervention héroïque en se déplaçant jusqu'à 6 pouces. 6 pas. Clairement, une intervention héroïque de 6, c'est difficile à anticiper ou à contrer de la part d'un adversaire. Et quand on voit l'impact que peuvent avoir les personnages Harlequins au corps à corps, c'est un stratagème qui va être utilisé en particulier en mode un peu défense. Les Harlequins vont souvent être dans la charge, dans l'attaque.
Mais je vous rappelle qu'une intervention héroïque, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser au moment où votre adversaire vous a chargé. C'est-à-dire que vous pouvez faire une intervention héroïque dans la phase de charge de votre adversaire, à la fin de la phase de charge de votre adversaire. Donc clairement, quelqu'un qui s'est désengagé mais pas assez loin d'un solitaire ou d'un troupe master, vous allez pouvoir utiliser cette intervention héroïque pour repartir au combat avec lui. Et ça peut faire la game sur des moments un peu critiques. Et sans compter aussi qu'on est souvent bloqué, on va dire, par les socles. Quand on fait une intervention héroïque, en Arlequin, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On va survoler d'autres stratagèmes rapidement comme guerrier acrobate qui pour un PC permet d'automatiquement advance de 6. Ça peut faire la diff pour aller chercher un objectif. On va aussi avoir des stratagèmes habituels à Eldari qui vont nous permettre par exemple pour 2 PC d'avoir de nouveau -1 pour être touché à partir du moment où on a été désigné pour cible. Et là où par contre ça va clairement être game breaker, c'est au niveau de danse céleste. Et oui, la danse céleste. Pour un PC, utilisez ce stratagème juste avant qu'une unité d'infanterie du dépit culminant consolide, au lieu de se déployer vers l'ennemi le plus proche, l'unité consolide jusqu'à 6 pouces vers le transport dépit culminant le plus proche de votre armée. Si toutes les figurines de l'unité terminent ce mouvement à 3 pouces ou moins du transport, elle peut immédiatement embarquer, si sa capacité de transport est suffisante, comme en phase de mouvement, et ce même si l'unité a débarqué au même tour. Alors, encore une fois, si on hésitait à prendre dépit culminant, je pense que c'est qu'on ne sait pas lire, hein. C'est pas possible autrement. En plus pour un PC, une règle vraiment extrêmement forte qui est encore quelque chose qui passe outre les règles génériques du livre de règles. Et ça, c'est assez exceptionnel. Qu'est-ce que t'en penses, LOL? Ah bah c'est clairement topissime, parce qu'en plus, si on va dans la précision et dans le wording, on consolide de 6 vers le transport, on n'a aucune obligation de réembarquer dedans, c'est uniquement si on finit à -3. Et on peut, donc clairement, ça fait une consolidation de 6 qu'on peut, de soi-même, en ayant placé bien le transport, faire pour aller loquer un autre truc, pour aller loquer un char, ou surtout pour un perso, le faire se protéger après l'impact missile dont on parlait, ce genre de petites choses. Donc non, c'est un stratagème qui est juste énorme, qui va apporter de la résistance, et c'est un point de co, donc c'est rien en plus, c'est juste top. Pour moi, il est à peu près aussi énorme que le micro d'Evie, quoi. Et d'ailleurs, merci, puisque avec mon micro énorme, il faut quand même préciser quand même plusieurs choses. Comme tu l'as dit, en fait, ça va te permettre de te rapprocher du transport, de loquer un autre personnage. S'il était dans la bulle de 12, tu pouvais aussi le déclarer en charge. Et donc là, pour 3 PC, alors, Céoline, tu as 4 PC, mais retaper sur cette deuxième cible, et donc reniquer un personnage. Et là où je trouve que c'est vraiment complètement débile, c'est que c'est sur ta phase de consolidation. C'est-à-dire que c'est dans la même cinématique que le fait d'avoir entre guillemets, fait 3 pas de mise en contact, ensuite d'avoir tapé, et ensuite de faire ta conso. Ça fait que l'adversaire n'a même pas pu taper. Et toi, t'es au chaud dans ton Star Weaver, quoi. T'imagines très bien le troupe master, le solitaire, ou même la troupe qui débarque, quelques claques, et il rembarque. La bif. Voilà. La bif. Et le mec qui se fait, j'ai pris une bif. Tu viens d'éclair. Exactement. Je sais pas vous, il y avait d'éclair. Non, c'est top. On a fait le tour des stratagèmes, il y en a d'autres, là on a vraiment mis en avant ceux qui permettent de faire en sorte que les Arlequins soient une armée qui soit pleine de surprises pour ses adversaires, hein. C'est vraiment une armée de fisteurs. Combien est-ce que tu penses, toi, qu'on va avoir de chamallows dans une armée Arlequin et combien il en faut? Alors il en faut, clairement, parce qu'on l'a vu, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits combos, synergies, et avec certains stratagèmes qui valent beaucoup de points malheureusement, type le fait de taper 2 fois à 3 points de commandement. Moi, je pense qu'il faut partir déjà, parce que les troupes sont systématiques chez les Arlequins, il faut partir sur au minimum 8, voire 9 quand on est à 1000 points. Et si on peut, si on a les figues, et puis si on peut, essayer de doubler les bataillons, dès qu'on va passer les 1500, 2000 points, pour aller chercher le maximum de points de co, ça va être obligatoire pour pouvoir vraiment utiliser au maximum de leur capacité les Arlequins. Et pour toi? Ah, je suis complètement d'accord. Très clairement, au 40e millénaire, qu'on doit affronter des tyrannides, des Space Marines et qu'on est un Eldar en collant, il te faut des stratagèmes pour battre ces gars-là. Et là, ils sont plutôt bien et plutôt tactiques, quoi. On rentre maintenant dans le dur du codex. On a transpercé les collants pour s'attaquer aux différentes datasheets. On commence par un des 2 choix de QG qui est le Troop Master. On va être sur un profil qu'on va retrouver quasiment dans l'ensemble du codex avec mouvement du 8 qui touche à 2 au corps à corps, au tir, force de 3, endurance 3. Là pour le coup le QG il a 5 points de vie, 5 attaques, commandement à 9, une sauvegarde
naturel à 6. C'est grâce à ces aptitudes qu'il va briller. Les aptitudes vont être quasiment communes à l'ensemble du codex modulo 1, mais je vais y venir juste après, puisque en aptitude, il va avoir Crescendo Irrésistible. Cette figurine peut avancer et charger au cours du même tour. De plus, elle peut battre en retraite et tirer et ou charger au cours du même tour. Donc c'est là où on va vraiment trouver l'aspect un petit peu tricky et coup de pute de l'unité qui va pouvoir justement faire des espèces de tilt partout au sein des rangs ennemis. Ça, c'est vraiment le genre de petite règle Eldar, tu vois, où on s'en fout un peu du livre de règles au général. C'est ça. Je te charge, je me barre, je tire, je te recharge, etc. Non, c'est cool. Hein. Et ben ça continue d'ailleurs avec ceinture antigrave, puisque cette figurine peut se déplacer à travers les figurines et les terrains comme s'ils n'existaient pas. Et ben voilà, passons à travers les mecs, passons à travers les murs, on s'en va les J'avais fait des beaux décors, et là je t'emmerde. Et aussi holo combinaison qui fait que cette figurine a une sauvegarde invulnérable à 4+. C'est-à-dire que les mecs sont en collant, mais ils sont solides. Voilà. Ah bah c'est du collant titane. C'est le collant Castedes. Ces trois règles-là, enfin ces trois aptitudes pardon, sont communes à l'ensemble des entrées modulo les véhicules. Par contre, là où le Troopmaster va un petit peu changer, c'est grâce à sa règle chorégraphe de la guerre. Toutes les unités amies du même masque à 6 pouces ou moins de cette figurine en phase de combat peuvent relancer les jets de blessure raté. On en parlait tout à l'heure avec le stratagème Grand Harlequin qui en plus de ça permet aussi de relancer les jets de 1 de touche sur le même air d'effet. On va aussi s'attaquer justement à leur arsenal qui pareil est commun à l'ensemble des entrées en tout cas de type infanterie puisque on va avoir le choix à chaque fois de pouvoir choisir, je crois que c'est main droite, une arme de tir avec le pistolet à fusion qui est portée 6, pistolet 1, force 8, PA-4, damage D6 et si on est à mi-portée on pourra lancer 2 dés et retenir le meilleur sur le nombre de points de vie. On va aussi avoir le choix avec un neurodisrupteur qui est porté 12 cette fois-ci, pistolet 1, force 4, PA-3, damage D3 et le pistolet shuriken qui est un standard sur l'ensemble des collants qui est porté 12, pistolet 1, force 4, PA0, damage 1. Et là par contre on passe à la main gauche et là on va avoir le choix avec pas mal de petites armes que vous allez pouvoir commenter juste après, aussi bien sur cette unité que sur l'ensemble du dex. On va avoir une lame d'Arlequin qui est force utilisateur, PA0, damage 1, elle est gratos. On va avoir la caresse d'Arlequin qui est force plus 2, PA-2, damage 1, qui vaut 7 points. On va avoir l'étreinte d'Arlequin qui fait plus en force, moins 3 cette fois-ci en PA, damage 1 qui vaut 6 points. Il l'a niqué. Et enfin, on va avoir le baiser d'Arlequin qui fait plus en force, moins 1 en PA, damage D3. Et aussi, là pour le coup, un équipement qui est déjà inclus dedans, qui est la grenade à plasma, qui est portée 6, grenade D6, force 4, PA-1, damage 1. C'est toi, LOL, qui va commencer à donner justement ton avis sur ces 4 différentes armes, qui tu équiperais, comment tu équiperais, et au sein des différentes unités par rapport à leurs optiques, comment tu les équiperais. Alors, pistolet, clairement, si on fait en diagonale les 3 pistolets qui existent, il y en a un qui est au-dessus du lot, c'est le pistolet à fusion, avec son gros bémol qui est sa portée. Mais comme on l'a vu, l'Arlequin va très vite, et peut aller encore plus vite quand il est embarqué. Et en particulier avec les Fils du Serpent, le dépit culminant, fait que le pistolet devient une arme d'assaut et qu'en plus il ne subit pas le malus de l'arme d'assaut. Donc clairement, ce sera, quitte à payer un pistolet, si on veut aller sur une unité qui va avoir de l'impact et de l'impact anti-char, parce que c'est ce qui va manquer au reste de l'Arlequin, pistolet à fusion. Le neurodisrupteur, malheureusement, sa force 4 est vraiment problématique. C'est une super arme, sur la figue elle est très belle, on peut faire des vrais effets de cristaux, mais voilà, pour moi, je vois pas où la mettre et pourquoi la metêtre. Dans la mallette. Aussi. Ça va briller dans la mallette. Ou carrément la laisser sur la grappe. Hein. Voilà. Non, parce qu'elle est belle, Enfin bon, voilà. Faut la peindre en orangé pour faire un pistolet à fusion, quoi. Et le pistolet shuriken, quand je vais faire des troupes pas chères, je laisserai le pistolet shuriken, parce que le pistolet shuriken, malgré tout, ça fait la blagounette. Quand tu fais le 6 et que tu as P1-3, le mec, il est comme un con, quoi. Il y a des mecs qui meurent. Hein. Oui, il y a des mecs qui meurent, voilà. Et c'est surtout gratos. En plus, voilà. Donc, si tu veux commencer à faire des unités fortes, impactantes, pistolet à fusion. Sinon, pistolet shuriken de base, pour pouvoir jouer peut-être sur les autres coups d'armes de corps à corps. Je vais laisser Lexa en parler. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi, le pistolet à fusion. Alors, je suis peut-être un peu dans une phase un peu Men in Black en ce moment, et moi je vois le criquet infernal dans le film. Hein. C'est-à-dire c'est un tout petit flingue qui fait des très gros trous. Hein. On voit qu'on a une armée qui, de manière générale, n'a pas des très grosses forces. Là, c'est le truc qui a force 8, en plus ça a PA-4 et damage D6.
Donc on est un peu même obligé de le prendre, j'ai envie de dire, si on veut péter des tanks ou des monstres. Donc pas le choix quoi. Pour ce qui est des armes de corps à corps, alors, elles me font toutes un petit effet de pas assez. C'est-à-dire qu'on est sur des troupes d'élite qui vont payer très cher et être pas très résistantes, qui vont mourir facilement face à du bolter, du fusil laser. Celle qui me semble vraiment être la meilleure pour 7 points, c'est la caresse avec force plus 2, PA moins 2. On va avoir le bonus de force de 5 qui va permettre de passer quelques paliers, blesser tout ce qui est infanterie, endurance 3-4 à 3+, avec une PA correcte, donc aller s'attaquer aux petites unités de Space Marine ou autres qui vont être en arrière des bases ennemies, qui vont tenir les objets et autres. Par contre, il n'y a pas de quoi attaquer vraiment des grosses unités. Et c'est un peu ce qui manque, parce que le baiser d'Arlequin, qui lui va être damage D3, n'a que moins 1 en PA et que plus 1 en force. Donc c'est un petit peu dommage. Et ça reste aléatoire même au niveau des dégâts, hein, même si tu passes. Bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Et derrière, l'étreinte, PA-3, force plus 1. Alors elle a l'avantage d'être moins chère, mais seulement de 1 point. Mais je ne la trouve pas mirobolante. Donc pour moi, ce sera plutôt la caresse. Et pour toi? Bah, donc, en ratio coût-efficacité, de toute manière, là où on va être le plus stable, ça va être pistolet à fusion et caresse. Après, on peut mixer avec quelques étreintes en se disant tiens, je vais tomber sur de la PA lourde, la petite blague du moins 3. De toute manière, c'est clairement, on le voit, et là on est sur le Troop Master, il faut la reroll des blesses, donc de la synergie, parce que ce petit passage en force, on a plus 1 ou plus 2 selon ce qu'on choisit, risque d'être vite problématique sur les trucs qui tankent un peu, en particulier sur du Space Marine, où on se retrouve à blesser sur du 4. Si on n'a pas la reroll, ou dès qu'on sera sur des enduits un peu plus hautes, blessé sur du 500 reroll, bah là on va rebondir quoi. Donc clairement c'est en synergie. Le choix d'armes après peut être rigolo par rapport à la fille, par rapport à ce qu'on a envie de donner comme image, mixé pour rigoler. Mais si on joue pas sur les synergies, de toute manière, on rebondira. En tout cas, pour en revenir sur le truc, la configuration qu'on recommande, c'est celle dont tu as aussi parlé, c'est avec un pistolet à fusion. Ensuite, il faudra choisir dépendamment de son optique au corps à corps, mais il oscillera systématiquement entre 86 et 87 points, qui n'est pas excessif quand tu vois la qualité de cette figurine-là. Là, on a couvert le Troop Master, on passe maintenant au Shadowseer qui lui vaut 125 points. Il n'a aucune option d'équipement possible si ce n'est le fait de transformer son pistolet Shuriken en neurodisrupteur. Tu l'as un petit peu condamné puisque malheureusement il va coûter un petit peu plus de points et il va être que force 4 et en plus de ça, ça va même être des dégâts aléatoires. Au niveau de son profil, on est sur quelque chose de complètement standard hein, puisque mouvement de 8, il touche à 2, au corps à corps, au tir, force de 3, endurance 3, 5 points de vie, il a moins d'attaque, il en a que 3, commandement de 9, sauvegarde à 7, il bénéficie exactement des mêmes règles, donc il peut se déplacer partout, il peut désengager, tirer, charger et te fister. Et ensuite, il va par contre avoir une règle très originale et très très forte. Il n'y a que 2 choix de QG. Et cette règle-là va systématiquement nous faire prendre les 2, puisqu'il va avoir bouclier d'illusion. Votre adversaire doit soustraire 1 au jet de blessure des attaques contre les unités amies d'infanterie. Masque, donc du même masque, à 6 pouces ou moins de toute figurine avec cette aptitude. C'est un psycheur qui peut choisir 2 pouvoirs, comme tu l'as dit, pendant la phase de magie et qui pourra en dissiper 1 à chaque phase psychique. En termes d'équipement, il n'a pas beaucoup d'options possibles puisqu'il va juste avoir la latitude de changer son pistolet Shuriken par un neurodisrupteur que tu as un petit peu condamné tout à l'heure à juste titre puisque même s'il n'a qu'une force 4, il est surtout avec un dégât aléatoire. Au niveau de l'équipement natif qu'il va avoir, il va avoir un lance-grenade hallucinogène qui est porté 18 ASSO 1, qui n'a pas de force, pas de PA et pas de damage, c'est juste qu'il a l'aptitude de lancer 2d6 si une unité est touchée par cette arme, si le résultat est supérieur ou égal au commandement de l'unité, elle subit des 3 blessures mortelles. Il va aussi avoir un sceptre de brume qui est l'équivalent d'un bâton de force puisque ça va faire plus 2 en force, moins 1 PA et des 3 damage. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, son utilisation, où le mettre, dans quoi le mettre, dans qui le mettre? Dans qui le mettre, tout simplement. Clairement, le Shadowseer, c'est un auto-include 1 pour l'aspect psycheur. Comme on l'a vu dans la liste des sorts, il y a vraiment des trucs qui sont synergie obligatoire pour buffer ou pour apporter de la résilience aux unités qu'on va avoir. Son moins 1 pour bless sur le l'endu 3, quasi systématique, bah c'est top. C'est-à-dire que dès qu'on va débarquer pour apporter un peu de résistance à ces petits mecs, avec ce moins 1 pour les blesser, faut qu'il soit là. C'est pour ça que le pistolet neurodisrupteur, pour moi, n'a pas énormément d'intérêt, puisqu'il va souvent être en fond de cours derrière les gars pour les buffer, pour leur apporter ce moins 1 bless. Donc la portée de 12 avec un neurodisrupteur force 4, je vois pas l'intérêt. Voilà. Son lance-grenade est déjà bien. Son sceptre de brume en contre-close peut être vraiment top, même s'il a que 3 attaques. Voilà, moi, ce sera 1 voire 2 systématiques pour l'aspect synergie. Tout à fait.
Juste pour rappeler du coup que le neurodistributeur est un pistolet, donc si on l'utilise, on n'utilise pas les autres armes, donc du coup pas le grenade hallucinogen launcher, c'est une petite précision pour ceux qui n'avaient pas la règle en tête. Comme tu disais, c'est vraiment un auto-include, ça va être une des clés de voûte de l'armée, de par les buffs qu'elle apporte, que ce soit en psy ou même en air d'effet avec le bouclier d'illusion. Donc vraiment, on en veut et on en veut plusieurs, même à la limite, j'ai envie de dire. Carrément. Et en plus, c'est un bonhomme très joli. Merci. Oui, c'est pour les gens qui font du hobby, la figurine est belle. Ça. Parce que pour les poutreurs et les violeurs d'enfants, prenez-le, mais en plus la figue est belle. On a fait le tour des 2 choix QG, c'est quasiment 2 choix auto-include. On va passer au seul choix de troupes. On l'avait dit, c'est un codex de 80 pages, il n'y a pas énormément d'entrées, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. Au niveau des troupes, on va avoir un châssis d'Arlequin standard, donc mouvement de 8. Par contre, il touche à 3 au corps à corps, au tir, force 3, endurance 3, mono PV. 4 attaques de base, commandement à 8 et une sauvegarde native à 6. Il va bénéficier exactement des mêmes aptitudes, à savoir le fait de pouvoir se déplacer partout où il veut, dans qui il veut et avec une sauvegarde invulnérable à 4. Il va avoir la latitude en termes de choix d'équipement dont on parlait tout à l'heure. Juste avant, en termes d'effectifs, on va commencer l'unité à 5 et on peut en avoir 7 supplémentaires pour monter au total à 12. C'est ça. Au niveau rapido de son coup en points, il est à 13 points en slip, il est à 22 points avec un pistolet à fusion, et si on veut uniquement lui mettre un pistolet shuriken et le jouer en mode close, il va à peu près être à 20 points. D'où la configuration qu'on a recommandée, c'est avec de la caresse à 20 points pour saturer grave, puisque ce qu'il faut noter, c'est que chaque mec a quand même 4 attaques. Oui, on est d'accord, c'est comme ça qu'il faut les voir, soit en full buff, full élite à 145 points avec pistolet et caresse, avec je rentre dedans, je tire et derrière je mets des claques ou des bifles pour finir, soit en mode uniquement pistolet embarqué, soit en mode contre-close. Low cost en fait. Quand tu parles de contre-cost, c'est la version vraiment low cost à 20 points. Low cost à 20 points, voire même à 13, parce qu'il y a quand même 4 attaques, c'est pas négligeable. Après, ça va dépendre de la cible. L'effectif, c'est 5. Pourquoi ? Parce qu'il faut les embarquer. Sauf une grosse unité de 12 qu'on va mettre en fond de cours, qu'on va faire fépper avec la toile. Voilà, moi je le vois que comme ça, soit full effectif à 12, 10-12, soit 5 pour être embarqué avec un pépère en plus, soit un troop master, soit un shadow seer, soit un solitaire. Toi, t'es encore plus drastique, ça sera vraiment soit full pistolet, soit full corps à corps. Pour moi, la vraie utilité, c'est avec les Fils du Serpent en par 5 en pisto-fusion dans les transports. C'est vraiment ce que je trouve le plus fort, s'il faut vraiment choisir une configuration. Après, pour faire un petit peu de close dans une optique un peu plus tranquille, comme tu disais, en arme de corps à corps, voire même en fond de cours pour prendre des objets sans rien, si on a les points, si on veut jouer full Arlequin. Ouais. Ensuite, on va passer au premier choix d'élite. On a déjà fini avec les troupes, avec le Death Jester, qui ne vaut que 45 points, full équipé, puisque de toute façon, il n'a pas de choix d'équipement. Il arrive nativement avec un canon hurleur. Déjà, au niveau de son petit corps, il a mouvement de 8. Lui, par contre, il touche à 2 au corps à corps, au tir, force 3, endurance 3, 5 points de vie, 4 attaques, commandement de 9, sauvegarde à 6. Les mêmes petites règles qui lui permettent d'aller partout ou dans qui il veut. Il va avoir la règle chasseur mortel qui fait que cette figurine peut cibler un personnage même s'il n'est pas l'ennemi le plus proche. Il va aussi avoir la règle la mort ne suffit pas. Si au moins une figurine d'une unité qui est attaquée par le Death Jester à ce tour fuit, vous pouvez choisir la première figurine qui fuit à la place de l'adversaire. Ça peut être pas mal pour aller chercher soit le mec qui avait l'arme spé, ou ainsi de suite, ou qui était le mieux peint, juste pour faire chier l'adversaire. Au niveau de son équipement, il va avoir un canon hurleur. Prospective psychologique. Exactement. Ouais. Il va avoir un canon hurleur qui fait que lorsque vous attaquez avec cette arme, choisissez un des profils ci-dessous. Chaque fois que vous obtenez un jet de blessure de 6 avec cette arme, la touche est résolue à PR-3 au lieu de 0. C'est donc l'équivalent d'un canon shuriken. Ensuite, donc, il va avoir 2 profils. Le premier, ça va être le profil hurleur qui est porté 24, assaut 1. Force 6, PA-1, damage 1, avec la petite règle spé. Chaque fois qu'une figurine d'infanterie est tuée par une attaque de cette arme, elle subit des 3 blessures mortelles en plus. Et si une autre ou plusieurs figurines sont tuées par cette arme, soustrayez 2 à la caractéristique de commandement de l'unité jusqu'à la fin du tour. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même pas mal de petits moyens justement de diminuer le commandement adverse. Ensuite, il va avoir le profil shuriken qui est lui assaut 3, force 6, 100 PA, damage 1. Est-ce que vous le voyez jouer ou pas ?
45 points, c'est pas cher. Maintenant, il tire quand même pas très fort. Moi, je le vois clairement dans ce qu'on a présenté avant, que ce soit en stratagème ou pour aller chercher du point de co. C'est un choix d'élite qui va permettre de débloquer un détachement avant-garde pour pas cher, qui va permettre de mettre deux solitaires, de pouvoir jouer le combo de stratagème, de redéploiement du solitaire, du Death Jester et du Shadow Seer. On peut le voir dans une option, ce qu'on disait tout à l'heure quand on était sur les masques, avec les jouer sur le commandement, avec du Drukhari. Il peut faire la blague avec -2 en commandement, plus le fait que tu sélectionnes le mec qui va mourir. Voilà. Je le vois uniquement comme ça, et heureusement qu'il est à 45 points, parce que sinon je pense qu'il serait injouable et injoué, surtout avec sa portée de 24. Voilà. Et toi ? Il y a toujours des petites blagues à faire avec, avec le canon hurleur qui peut faire du D3 mortal si tu blesses un gars, t'as un petit malus de commandement. Ce qui est dommage, c'est que la règle de l'arme va pas avec la règle du personnage, qui est une règle de sniping. Donc ça, c'est quand même un petit peu antinomique, c'est dommage. Comme tu le dis, c'est une taxe pas très chère pour utiliser des stratagèmes, pour débloquer des schémas. Donc. Puis il y a tellement peu d'entrées dans le codex qu'au final, je pense qu'on va le prendre, ça fera un bonhomme différent, quoi, c'est tout. À noter quand même qu'il y a une petite relique qui peut remplacer son canon hurleur, qui est un petit peu plus sexy, mais ça reste quand même pas folichon. Et on l'a vu tout à l'heure, au niveau des reliques, on a tellement de choses à prendre, qu'on ira les prendre. Dans l'absolu, on est à peu près quand même sur 45 points pour 3 tirs de force 6. Oui, c'est quand même cher, quoi. On continue le choix d'Exilite, cette fois-ci avec une grosse pépite du codex, c'est le solitaire. Il bouge de 12, il touche à 2 au corps à corps, au tir, force de 3, endurance 3, 5 points de vie, 8 attaques. J'ai bien dit 8 attaques, 8 attaques. Pas 6, pas 7, pas 9, j'ai dit 8. Commandement de 9, elle était lourde celle-là. Sauvegarde à 6, il vaut que 98 points, c'est quand même assez cher pour un mec qui a une endurance de 3, le fait est que c'est juste un gros monstre. Il est nativement, enfin en tout cas on l'a payé, mais il est nativement équipé d'une caresse d'Arlequin et d'un baiser d'Arlequin. Il a la règle, la voie de damnation, le solitaire ne peut jamais avoir de trait de seigneur de guerre. C'est interdit. Il a surtout cette fucking putain de règle, le blitz. Une fois par bataille, au lieu d'effectuer un mouvement normal, le solitaire peut effectuer un blitz. Dans ce cas, ajouter 2d6 pouces à son mouvement. Je rappelle qu'il bouge déjà à 12 jusqu'à la fin de ce tour. De plus, ses attaques passent à 10 jusqu'à la fin de ce tour. Cette aptitude ne peut pas servir si la figurine a été la cible d'un pouvoir psychique sentier crépusculaire à votre précédente phase psychique. Il a aussi des aptitudes crescendo irrésistibles. Il peut donc bouger partout. Et en plus de ça, lui, il n'a pas une sauvegarde invulnérable à 4, mais à 3. C'est quand même le farceur du codex. Ah oui. Il ne rigole absolument pas du tout. On rappelle les petits stratagèmes dont on a parlé tout à l'heure, le fait que s'il est blessé, il va être capable d'avoir plus en force, plus en attaque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Je commence par toi, LOL. C'est le missile dont parlait tout à l'heure Lexa, et à juste titre. On voit tout de suite les blagues qu'on va pouvoir faire avec lui pour aller sniper du perso. Il était déjà très fort et il est encore plus fort avec les stratagèmes. Voilà, c'est le petit gars, donc 2d6 en blitz, il bouge déjà 12. On rappelle qu'il a le crescendo irrésistible, donc c'est-à-dire qu'il peut advance et charger. Donc grosso modo, il peut bouger 3d6 en plus de ses 12. Il va pouvoir faire le tour de la Terre s'il débarque. Il y a le deux fois même. Ouais, et revenir. Voilà. Et tuer tous les mecs qui vivaient sur cette planète. Il te met 8 baffes au minimum, il peut monter jusqu'à 12. Tu peux lui faire en mettre le double. Avec la relique, la rose de Ségorach, il peut être dommage 3 flats, reroll des blesses sur de l'infanterie. Voilà, je vous laisse imaginer ce que lui, quand il arrive dans vos lignes, il peut faire entre une unité d'élite qui snipe, un mec qui snipe, et puis derrière, faut le gérer, il a une 3+1 vue. Voilà. Il est sujet, excuse-moi, aux règles aussi des masques, ça veut dire qu'il va être capable d'être éligible à certains stratagèmes pour se rapprocher d'un transport, taper 2 fois, et ainsi de suite, et il a 8 attaques de base. Toi, comment est-ce que tu le vois, si ce n'est magnifiquement peint pour mettre des grosses fessées? C'est vrai que c'est aussi un beau bonhomme. Il est super dynamique. Il est, comme l'a dit LOL, il est top pour toutes les raisons qu'il a évoquées. Je n'ai pas beaucoup plus à donner. Il est plutôt costaud. C'est vraiment la très grosse entrée du codex. Si j'étais joueur Eldar en équipe ETC, ce serait clairement le genre d'option de jeu que je me mettrais dans mon armée. Parce que enlever les persos de boost, c'est vraiment le genre de truc qui peut faire s'écrouler une armée. Cibler les bons persos clés de voûte, on est quand même dans un système où on a beaucoup de personnages qui sont entourés d'armées ennemies. Des fois, dépendamment de la table, derrière un bloquant. Exactement. Et eux, c'est vraiment les gars qui vont pouvoir passer outre ça, et je trouve ça vraiment très, 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 très fort. En termes de mind game aussi, j'imagine ce que vous faites vraiment en DTC ou même en ultra compétitif, tant que tu as ton blitz, le mec ne peut pas ignorer quelqu'un qui est potentiellement capable de bouger de 24 puis de charger à travers les murs.
24, voire plus. Hein. Oui. Ah, non, on est d'accord. On continue et cette fois-ci on va s'attaquer à l'attaque rapide puisqu'il n'y en a qu'une, c'est le Skyweaver, les motos Harlequin. Elles ont un profil assez séduisant puisqu'elles vont quand même bouger de 16, elles touchent à 3+, au corps à corps, au tir, force 3 puisque c'est des collants, endurance 4 puisque c'est des collants en moto, 3 points de vie, ce qui est quand même pas mal, 3 attaques, commandement de 8, sauvegarde à 4. On rappelle qu'elles ont l'ensemble des petites règles qu'on connaît, à savoir l'invulnérable à 4, le fait de pouvoir désengager, tirer et charger. Elles ont l'aptitude en plus tourbillon de couleur lorsque cette figurine advance, on ajoute automatiquement 6 à sa valeur de mouvement. Elles ont bien évidemment le keyword vol, donc tout de suite on va penser à nos potes les petits serpents. Elles ont aussi l'aptitude lanceur mirage, votre adversaire doit soustraire 1 à tous ces jets de touche effectués contre cette unité. Elles valent 40 points dans leur version minimum et 46 avec la Vouge, ce qui me permet de tout de suite parler de leur arsenal, puisqu'elles vont être nativement livrées, on l'a payé encore une fois, d'un canon shuriken qui est porté 24, assaut 3, force 6, PA 0, damage 1, et à chaque fois qu'on fait un 6, ça sera PA -3. On peut remplacer cette arme de tir par un canon disrupteur qui est porté 24, assaut D6, force 4, PA -1, damage 1, et qui fait que si la cible est de type véhicule et qu'on obtient un jet de blessure de 4, la cible subit une blessure mortelle en plus de tout autre dégât. Et si on a un jet de blessure de 6, alors ça sera D3 blessures mortelles. Combien coûte LOL le canon disrupteur? Il coûte exactement 15 points, donc 5 points de plus que le canon shuriken. Exactement, donc elle serait à 45 points en mode tir et 51 points en mode Vouge et canon disrupteur. On peut les jouer au minimum par 2 et monter leur effectif maximum à 6. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette unité? Comment, quand, dans qui la jouer? Alors, clairement, il y a deux optiques. Soit full ligne droite, pas de question. Je rappelle juste qu'ils bougent de 16, Advance Auto de 6 et qu'ils peuvent charger. Donc T1, ils sont en toi. À peu près. Et s'ils veulent ressortir, il y a un sort qui permet Voilà. de faire. Et tu leur mets voie crépusculaire, c'est-à-dire qu'ils bougent de 44. À peu près. Donc clairement, il y a deux options. Soit full cliquage T1, soit l'autre option que moi j'aime bien dans l'esprit, c'est canon disrupteur, fond de cours. Tu leur mets pas la Vouge, donc ils sont à 45. Ils ont la bola stellaire, qui est une grenade D3 qui peut faire la blague sur quelques unités d'élite. Et tu les utilises avec le stratagème de harcèlement. Ça veut dire qu'ils sortent, ils tirent et ils se recachent derrière. C'est un peu, avec le pistolet à fusion, c'est un peu la seule arme, et le canon du Void River, anti-véhicule. Pas beaucoup du Void River. Non, voilà. Donc, voilà. Et surtout, ça peut tenir un objet, ça peut aller chercher l'objet en faisant 22 au dernier tour ou aller faire du Maelstrom. Pour moi, ça va être un choix systématique. Après, en détachement à part pour aller chercher la plus une attaque ou pour aller chercher le non-malus sur l'advance, je ne sais pas trop. Mais en plus, la figurine est très belle, elle a une super dynamique. Alors clairement, je trouve que c'est plutôt une bonne unité. Elle a une capacité de mettre la pression sur l'adversaire et de venir bloquer certaines unités. Elle peut aussi être très résistante, ce qui est, on va dire, assez rare pour les Harlequins et mérite d'être souligné, puisqu'avec un stratagème, il faut gagner une invulnérable à 3. Avec un autre stratagème, un malus de 1 pour être touché, qui va s'additionner au lanceur mirage, qui leur donne aussi -1, donc on va être à -2 invulnérable à 3. Également, avec le sort, ils vont passer à Phinopen à 6, donc ça fait une unité qui est 3+, d'invulnérable. Phinopen à 6, -2 pour être touché. On est sur des gars qui vont être compliqués à stopper et qui vont vite. Donc, Ils ont 3 PEV. Et ils ont 3 PEV. Donc c'est une bonne unité. On passe maintenant au seul choix de soutien avec le Void Weaver, qui est pour la première fois, on découvre un châssis Harlequin, donc on va donc le décrire, il bouge de 16, il touche à 3 au tir et au corps à corps, ce qui est assez intéressant pour un châssis, force 5, endurance 5, ça reste quand même un châssis en collant. Au niveau de son coup, en points, j'ai pas su rebondir, il est à 103 points de base avec un double canon shuriken et un canon disrupteur, il passe à 108 points si on décide de remplacer son canon disrupteur par un canon prismatique. Au niveau des profils, il va donc avoir automatiquement 2 canons shuriken qui vont faire assaut 6, force 6, PA 0, damage 1. À chaque fois qu'on obtient un 6 pour blesser, ça sera PA -3. Ensuite, là où on va avoir le choix, c'est entre le canon disrupteur qui, pour rappel, est porté 24, assaut D6, force 4, PA -1, damage 1. Si on cible un véhicule, chaque jet de blessure de 4 ou plus fera en plus une blessure mortelle et sur un 6 pour blesser, ça sera D3. On va aussi pouvoir donc le remplacer par un canon prismatique qui va avoir
3 modes de tir. Le premier, ça va être le tir dispersé, portée 24, assaut D6, force 4, PA-2, damage 1. La version focalisée, toujours à portée 24, assaut D3, force 6, PA-3, damage D3. Et en rayon, toujours à portée 24, assaut 1, force 8, PA-4, damage D6. Au niveau des différentes aptitudes, il va avoir tourbillon de couleurs qui fait qu'en gros, à chaque fois qu'il décide d'advance, un petit peu comme les matos, il va automatiquement ajouter 6 à sa valeur de mouvement. Il va avoir une invulnérable à 4 grâce à l'holochant, on a l'habitude de le voir. Il va ensuite avoir un lanceur mirage qui fait que votre adversaire doit soustraire 1 à chaque jet de touche en phase de tir quand il le cible. Est-ce que tu le jouerais? Et si tu le joues, comment est-ce que tu le jouerais? Comment je le jouerais? Déjà, peint, et si possible joli. Je suis pas sûr que je le jouerais d'emblée. Après, on n'a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de tirs, il n'y a pas beaucoup de statuts. De choix aussi, l'unité. De choix, tout simplement. Le gros avantage, c'est que toutes ces armes sont des armes d'assaut. Donc ça reste du très mobile, ça reste un châssis. Voilà. Après, aller chercher les canons prismatiques, je suis pas sûr. En anti-véhicule, je resterai peut-être sur le disrupteur. Bon, moi, d'emblée, c'est pas mon choix à mettre dans une liste systématique. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à jouer à points équivalents entre motos ou des troupes pour aller se planquer derrière un mur ou autre. Voilà, ce sera vraiment en dernier choix le Void River pour moi. Et toi, est-ce que tu penses pouvoir le sauver? Dans une optique de diversité, dans un monde dans lequel on veut accepter les différences et dans lequel on a envie un petit peu d'aller vers l'autre, moi je vais pas rejeter le Void River. Je vais te dire même que je vais jouer le canon prismatique. Je vais le jouer, monsieur. Il est beau. Parce que on est dans un codex où les forces atteignent difficilement 5, et là on a un petit 8 sur le tableau, et moi ça me fait réagir. Alors c'est peut-être complètement con, mais j'en ai envie. Après, est-ce que je le ferai en partie compétitif? C'est une autre question. Mais bon, avec un codex avec 6 entrées, on peut peut-être essayer de rentrer les 6, quoi. On va continuer avec un châssis qui est similaire. On passe maintenant au choix de transport et le Star Weaver. C'est exactement le même châssis puisqu'il bouge de 16, il touche à 3 au corps à corps au tir, force 5, endurance 5, 6 points de vie, 3 attaques, commandement de 8, sauvegarde à 4 qui est aussi une invulnérable à 4. Il est nativement équipé de 2 canons shuriken. Il va donc faire assaut 6, force 6, PA 0, damage 1. Merci, enfin quelqu'un qui rigole. Arrête sur assaut 6. Voilà. Le fait est que si jamais pour baisser au fait 6, ça sera PA-3. Il a la capacité de transport de 6 figurines uniquement du même masque que lui-même. Au niveau de son coût en points, il est à 99 points, ce qui n'est pas excessif pour un transport de cette qualité-là. Il a la faculté d'être découvert. Les figurines embarquées sur cette figurine peuvent attaquer en phase de tir, mesurer la portée et la ligne de vue depuis n'importe quel point de la coque. Par contre, à noter qu'à cause de leur aptitude crescendo irrésistible, les passagers peuvent tirer si cette figurine bat en retraite. Et c'est certainement la première fois qu'un véhicule découvert peut le faire. Et ça fait plaisir. Il est aussi doté d'un lanceur mirage qui fait que votre adversaire devra soustraire 1 quand on le prend pour cible. Et aussi de la règle tourbillon des couleurs qui fait que quand il va advance, il va bouger de 6. C'est aussi justement toutes les petites synergies ou en tout cas tous les petits plus de mouvements que tu as décrit tout à l'heure quand tu parlais du trait de seigneur de guerre, quand tu parlais de la relique. Il n'a pas de latitude possible au niveau de son équipement. Il sera donc systématiquement à 99 points. Qui tu mettrais dedans? Comment est-ce que tu le jouerais? Et surtout combien? Max. Tout simplement, max vis-à-vis du nombre de troupes. C'est-à-dire que je pense que quasiment toutes les troupes doivent être embarquées, que ce soit dans l'optique dont parlait Lexa, ça veut dire en full pistolet pour aller tirer soit sur de la troupe, soit sur des châssis. En véhicule pour balader des persos. Il est top. Il a un inconvénient, c'est qu'il est dans du 5, c'est-à-dire que beaucoup de choses le blessent. Le -1 pour être touché lui donne une vraie résilience, la 4 plus 1 vue. Après, son but, c'est d'arriver, de servir de bouclier aussi d'Overwatch. Ça veut dire contre-charge, ouais, bouclier de contre-charge. C'est-à-dire clairement, les mecs débarquent et l'Arlequin résiste mal à la contre-charge. Donc, on envoie le transport d'abord. On a vu qu'on a un super stratagème en dépit culminant qui fait que s'il est encore vivant, en plus, les mecs peuvent réembarquer dedans. Il sert de mobilité, mais aussi de rajouter de la résilience et de la force de résistance aux troupes. Donc il faut en jouer le max, clairement, autant que de troupes, voire plus pour pouvoir mettre des persos dedans. Ok. Et toi? J'ai exactement la même analyse. C'est-à-dire que c'est obligatoire de l'avoir pour mettre des bonhommes dedans. En termes de jeu, comme tu dis,
chargé pour bloquer, une figurine qui a du mouvement et qui a le vol, qui va pouvoir même aller bloquer d'autres unités pendant que tu charges peut-être un autre petit truc, ou comme tu dis, protéger des Overwatch. Il est utile, il a 2 canons shuriken, ce qui est pas mal, parce que du coup il a quand même un petit peu de saturation de force 6. Après, on va pas se mentir, ça reste quand même une crevette. Alors une crevette qui a -1 pour être touchée avec une 4+1 bulle, mais quand même une crevette, parce que les 6 PV endurance 5 avec une 4+, il y a quand même un paquet d'armes qui peuvent, et d'armées qui peuvent l'enlever assez vite, quoi. Je vais appuyer ce que tu viens de dire en disant aussi que grâce au petit stratagème qui ne vaut qu'un PC, le Star Weaver est aussi un aimant, on va dire, où en fait va permettre aux Arlequins de faire pas mal de petits rebonds, des ricochets, et ça c'est vraiment vraiment cool. On va maintenant s'attaquer à la dernière entrée du codex. La Huawei Gate. La Huawei Gate, qui est un choix de fortification qui vaut que avoir, remarque, 120 points. Au niveau de ses stats, elle n'a pas de valeur de mouvement, elle n'a pas de valeur de corps à corps, elle n'a pas de valeur de force, elle a juste une valeur endurance de 8, 14 points de vie et une sauvegarde à 3. Elle a la particularité d'avoir une invulnérable à 5 et surtout 2 règles spé qui vont être frappe de la toile. Après avoir placé cette figurine, toute unité à Eldari, j'ai bien dit à Eldari, donc l'ensemble des oreilles pointues, que vous n'avez pas placé durant le déploiement, hormis les fortifications, peut être placée dans un tronçon de la toile plutôt que sur le champ de bataille. Une unité dans un tronçon de la toile peut émerger de chaque Huawei Gate ami à la fin de chacune de votre phase de mouvement. Placez-la entièrement à 3 pouces ou moins de la Huawei Gate et à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Si toutes les Huawei Gate amis sont détruites, les unités qui n'ont pas encore émergé de la toile sont considérées comme étant détruite. Au niveau du positionnement de cette fortification, c'est arrivée scintillante. Lors du déploiement, cette figurine peut être placée n'importe où sur le champ de bataille à plus de 12 pouces de la zone de déploiement adverse et de toute figurine ennemie et à plus de 3 pouces de tout autre élément de terrain ou de centre des pions d'objectif. Elle a la règle portail sur la toile qui fait que quand vous mesurez les distances vers ou à partir du Huawei Gate, partez du point le plus proche de la figurine. Si le Huawei Gate est détruite, retirez les 2 arches du champ de bataille. A noter aussi, il y a une petite mise à jour puisqu'elle a la règle immobile et que là il y a un petit update dessus. Cette figurine ne peut jamais se déplacer ni combattre en phase de combat. Les figurines ennemies la touchent automatiquement en phase de combat. Ne faites pas de jet de touche. Toutefois, les unités amies peuvent cibler les unités ennemies à 1 pouce ou moins de cette figurine. Et ça c'est fort puisque ça veut dire, contrairement au drop pod, qu'on n'est pas complètement loqué et impuissant si un mec va juste lécher le poteau. Et ça c'est vraiment vraiment cool. Qu'est-ce que t'en penses, Lexa? Ah bah moi je trouve que 120 points c'est un peu cher quand même. Alors ce qui est cool, c'est qu'on a enfin autre chose que des décors impériaux mais qui ne sont pas des forêts moches. Et ça c'est pas mal. Et là, on se rend compte que l'architecture Eldar, c'est un truc assez joli, assez élancé, tout en pointe, un peu comme les bonhommes en eux-mêmes, donc c'est assez sympa. C'est un gros décor. Il est énorme. Il fait à peu près cette taille-là et je compare par rapport à mon micro. Tu parles bien du décor. Ok. Tu parles bien du micro. Tu parles bien du micro, tout à fait. Alors après, j'ai du mal à la trouver utile autrement que de placer dans ton camp. Comme on le dit, loin des décors, loin des objectifs, il y a quand même pas mal moyen de bloquer les zones clés. Il y a moyen de la charger, donc de l'utiliser même en tremplin. Il y a plein de possibilités pour que ton adversaire la retourne plus contre toi que toi tu la retournes contre lui. Et comme tu l'as dit, elle est pointue. Oui, elle est pointue. Derrière, ça reste quand même 14 points de vie avec une endurance 8 et une invul à 5. Donc c'est un truc qui, pour essayer de le tuer, il faut quand même vouloir. Mais je la vois bien dans partie un peu fun pour mettre des unités un peu grosses en Eldar, en réserve, comme un Seigneur Fantôme au hasard ou autre. Et qu'est-ce que t'en penses, Lol? Bah, c'est exactement comme toi, je le vois pas autrement. C'est-à-dire, c'est super parce que c'est une belle figue. Après, voilà, le fait qu'elle soit destructible, le fait que ça te nique toutes tes unités qui sont dedans, si jamais tu l'as détruite, bah c'est dommage pour 120 points. Après, il y a 2 stratagèmes dont je vais parler qui font qu'on peut la rendre un peu funky, cette Huawei Gate. Moi, je la vois pas autrement qu'avec en protection de déploiement en T1 d'un chevalier fantôme ou d'un Hemlock, par exemple, ou ce genre de choses. Il y a 2 stratagèmes dont je vais parler qui s'appliquent au Huawei Gate, qui sont embusqués dans la toile et le rayure du labyrinthe. Donc, rayure du labyrinthe pour 1 point de commandement. Lorsqu'un Huawei Gate est détruite, mais avant de retirer la figurine du champ de bataille, placez immédiatement une unité Eldari de votre armée qui n'a pas été déployée depuis la toile, entièrement à 3 pouces au moins de la Huawei Gate et à plus de 1 pouce de tout ennemi.
ensuite retirer normalement la figurine de la Weiwei Gate du champ de bataille. Donc ça peut éviter de se retrouver comme un blaireau. Le mec t'a détruit ta Weiwei Gate et tu te retrouves avec ton chevalier fantôme ou autre qui est détruit dans la toile. L'autre embusqué dans la toile est encore plus rigolo. Il faut réussir à le placer, mais je pense que c'est la seule utilité combinée à ce stratagème que peut avoir ce portail. Embusqué dans la toile. Pour un point de commandement, utilisez ce stratagème à la fin de votre phase de mouvement. Choisissez une Weiwei Gate de votre armée. Soit 2 unités dans un tronçon de la toile peuvent en émerger à ce tour, soit une unité peut en émerger à ce tour et être placée immédiatement à 3 pouces au moins de la Weiwei Gate et à plus de 1 de toute figurine ennemie. Donc clairement, on n'est pas obligé d'être à plus de 9, donc ça peut apporter une alpha strike, sauf avec la Big Fac tour 1, mais ça peut faire que on peut devenir agressif. Voilà, agressif. Après, je suis un peu comme Lexa, hors de sa zone de déploiement, je trouve que ça va être très... Sauf que t'es roux. Oui. Et plus vieux. Il est blond vénitien. Mais je pense que hors de sa zone de déploiement, ça va être très très dur, voire dangereux de le positionner, parce que le mec peut te faire un cercueil dessus, le mec peut l'utiliser comme rebond au cac, et surtout le mec peut être très intelligent et tout simplement placer les objets et les terrains de telle manière à ce que tu puisses pas du tout le placer. Voilà. Faut quand même noter, il a le keyword Aeldari. C'est une fortification qui doit donc être dans un détachement de fortification. Tu as parlé de 2 stratagèmes qui sont des stratagèmes harlequins. Ça voudra donc dire que pour utiliser ces stratagèmes, en plus du détachement de la Webgate, il faudra jouer un détachement harlequin, puisqu'on pourrait s'imaginer qu'on va aller juste le chercher dans un détachement Eldar pour un petit peu faire ce que tu as dit avec un Big Daddy. C'est vrai que c'est un peu l'effet d'un pétard mouillé, c'est-à-dire que tout ton codex, tu vois les visuels, ils sont juste magnifiques avec cette nouvelle entrée. C'est une nouvelle entrée, le décor il est ultra gros, il est ultra fin, donc c'est quand même une super belle figurine. Et quand tu commences à creuser, tu dis mais en fait, il y a quand même beaucoup de façons d'être contré avec ça, c'est quand même 120 points. Le seul intérêt, c'est que comme tu l'as dit, c'est tanky, donc tu peux imaginer que les ressources que l'adversaire va mettre dessus, au moins toi quand tu as claqué tes stratagèmes pour faire sortir des choses, il aura utilisé tous ses canons laser ou tout ça dessus. Encore une fois, on est dans l'ère de la Big Fac. Est-ce que claquer 120 points sur un codex comme ça, où tu vas plutôt aller chercher des multi-détachements pour aller augmenter ton point de commandement, ton nombre de points de commandement. Et en plus où tes unités sont quand même chères, ça fait du point quand même. Et c'est pas comme si les codex Eldari, Harlequin ou Trucari manquaient de possibilités d'arriver en FEP, par la toile, en portail ou autre. C'est ça qui est un peu dommage. C'est-à-dire qu'il aurait apporté une vraie plus-value hors Chevalier Fantôme, Hemlock ou autre. Ok, mais là en plus, c'est pas un codex qui manquait de ça déjà. Enfin, c'est pas des codex qui manquaient de ça déjà. Moi je pense que pour le coup, Games Workshop l'a fait pour sortir un décor Eldar, et peut-être un petit peu aussi pour prendre la température en termes de vente sur le fait de sortir du décor pas Imperium, ce qui à mon avis avait été un échec au niveau des Forever, qu'elles sont pas très réussies, je pense, très honnêtement. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils ont fait ça, et qu'en plus ils se sont dit, on va mettre des règles, on va voir ce que ça donne. On a donc fait le tour de l'ensemble des stratagèmes, des masques, des traits de seigneurs de guerre, des reliques, et de l'ensemble, même si elles ne sont pas nombreuses, des datasheets. On est sur un codex élite. On peut avoir un petit peu de piéton quand même en les prenant low cost à 13 points. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en termes de puissance, c'est-à-dire en termes de compétitivité versus les nouvelles restrictions données par Game Workshop, à savoir triplet max, donc ce qu'on va appeler le nouveau no limit. Est-ce que vous le joueriez en monodex, en multidex? Qu'est-ce qui est à faire, à votre avis, avec ce codex-là? Je commence par toi, Lalo. Alors, moi, clairement, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Ça va être fun d'avoir une armée multi-synergie, en fait, multi-aura, multi-stratagème. Déjà, c'est une armée qui a de la gueule, qui a une vraie identité. Une vraie identité, voilà. Et en plus, les stratagèmes et tout ce qui va avec est dans cette lignée-là. Voilà, les masques et autres. Moi, je la jouerais aussi bien en monodex que qu'en détachement à part pour aller soutenir de l'Eldar ou autre. Tu le disais, dans l'ère de la Big Fac, le fait d'avoir une armée qui peut quasiment, dans son entièreté, être T1 en toi, enfin plutôt dans l'adversaire, est bien profond. Ça fait mal. Donc c'est cool. Voilà, c'est cool. C'est une armée à forte pression. Clairement, c'est une armée, par contre, T3, T2, même, tu sais comment on va finir la game, quoi, voilà. Mais moi, je l'ai joué déjà avant le codex, et je vais continuer à les jouer. Je pense qu'il y a des vrais trucs à faire, bien fun, et bien surprendre l'adversaire. Voilà. Et toi, alors, de ton côté?
Moi, je trouve que ce qui est merveilleux, c'est ce côté homme et femme en collant. Tous ensemble, sans jugement. Dans un esprit voilà, aussi ça, de non-jugement, de diversité, d'amour, et d'un côté machiavélique, comme tu le disais, d'apporter la violence dans la gueule de l'autre. Comme tu le disais, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais en fait si. Parce qu'il y a 80 pages. Voilà. Je suis pas rassasié. Non, on peut faire de tout. On peut le jouer en petit format pour s'amuser. Il y a des pièces qui peuvent être utilisées dans des armées plus violentes dans Eldar en nos limites. Pour, à la base, qui était un choix d'entrée du codex Eldar, moi je trouve que c'est cool de le voir évoluer. Peut-être que dans 5-10 ans, on ne sait pas, ce sera un codex étoffé, mais c'est un codex qui est quand même nouveau. Et moi, je suis content de le voir sur les tables de jeux de 40K, ça rajoute de la diversité. Magnifique ta conclusion, Alex. Je vais avoir du mal à conclure là-dessus, donc je vais quand même. Je pense qu'on peut pas conseiller cette armée à des joueurs débutants. C'est une armée qui, à mon avis, va créer pas mal de frustration parce que même si jamais tu peux avoir des -1 pour être touché, des -1 pour blesser, je pense que si t'as pas le tour 1, ça peut vite être compliqué dépendamment de la dureté des listes d'en face. Donc c'est pas une armée qu'on va recommander à un joueur débutant, ou en tout cas c'est pas une bonne première armée, que ce soit au niveau du style de jeu, que même étonnamment au niveau modélisme, puisque les figurines sont magnifiques, hein. Attention, on est sur une qualité de plastique, de sculpture qui est juste malade, les figurines sont élancées, elles sont très aériennes, c'est très très beau. Maintenant c'est très fin, il y a quand même pas mal de free-end à faire, puisque il n'y a pas énormément de détails par rapport à la peinture que propose Game Workshop, donc c'est pas mal de choses à faire à la main pour ça. En tout cas, merci beaucoup LOL d'avoir participé à ta première lecture et analyse d'un codex sur la chaîne. Il y a un rapport de bataille justement où tu bannis tes arlequins très vite sur la table, hein, puisque tour 1, t'es directement au bord de table. Merci beaucoup Alex d'avoir participé à cette lecture et à cette analyse du codex. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce avec des gants, ou pas d'ailleurs, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. Et on vous dit à plus. Salut les Wargamers. Salut les Wargamers, c'est Yves de French Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lexa et de LOL. pour la lecture et l'analyse du codex fraîchement sorti des Arlequins. Salut les Wargamers, c'est Yves de French Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lexa et de LOL. pour la lecture et l'analyse du codex fraîchement sorti des Harlequins. Est-ce que je fais pas la lecture et que je vous emmerde? Non, à noter quand même qu'il y a quand même pas mal de petits mécanismes au niveau du jeu qui vont te permettre de faire des consos vers un véhicule déjà à 6 pouces. Là, tu passerais en effet à 7. Ça va pas être suffisant pour le sauver, même si encore une fois, 7 c'est beaucoup. Parce que c'est la taille de ton pénis. À peu près. Et... 7 pieds. Je la mettrai pas, mais j'ai eu pour nous. Si t'aimes pas la troupe, tu joues pas ce codex. Ouais, c'est ça. Ça, si t'aimes pas ces Parce que mecs-là, t'as pas le choix. t'es vachement emmerdé, quoi. Vite, quoi. Force 5, endurance 5, ça reste quand même un châssis en collant. Alors, Si... Je t'interromps, on ne dit pas le châssis Harlequin, mais le châssis de Harlequin. Pardon. Sur ça, Vas-y, rebondis. là je l'ai pas là. Là, je sais pas comment reprendre. Je pleure. J'ai tué Evie. Ah ouais, attends, elle a 10 ans, elle écoute du Vald. Ouais, elle a un elle a un frère de 14 ans. Ah ouais. Ils ont été éduqués au rap, parce que moi je suis éduqué au rap. Donc, Ça se voit. pareil. Va te faire foutre. Avance. Putain. T'as vu, si je regarde dans ce Il a cas-là, dit c'est que ça sera présent. Voilà. Il a dit foutre. Ok, Ah oui, les enfants, ouais. je vais appuyer ce qu'a dit Booba. Je vais citer un grand philosophe. Salut les Wargamers, c'est Yves de French Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Vous dansez un peu. Souris avec ça. Regarde la caméra, il sourit, merde.